message dans votre écran, donc tout est normal. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir la Gabrielle Gingras-Lacroix, qui est stagiaire postdoctorale à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est supervisé à la fois par le professeur Michael Continti, mais aussi par le professeur Lison Marcoux. Il détient un doctorat en recherche en sciences de la santé de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, ainsi que des départements des sciences de la santé de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ses principales expertises de recherche concernent la santé mentale chez les propriétaires d'entreprises agricoles, notamment le vécu de l'engagement paternel et de la demande d'aide chez les hommes. Et aujourd'hui, il va nous parler de l'analyse phénoménologique et descriptive en recherche qualitative. Donc, un grand merci à lui d'avoir accepté de faire cette présentation. Tu as la parole. Et malheureusement, Michael et moi devrons s'absenter au cours de la réunion. C'est pas qu'on ne trouve pas ça intéressant, mais c'est juste qu'on a d'autres contraintes administratives auxquelles il va falloir qu'on assiste. Mais vraiment, merci beaucoup pour la formation et l'atelier. Parfait. Ben, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je suis très content d'être à Rimouski, à Trois-Rivières. Hey, mon Dieu, je cherche mes mots, oui, c'est ça. Mais je suis très content de pouvoir visiter le campus. Je n'avais jamais eu cette occasion-là. Donc, mais c'est ça, oui, c'est ça. Mon nom, c'est Gabriel. Donc, aujourd'hui, on va regarder. Je suis désolé pour les gens en ligne, là, je vais avoir tendance à regarder plus les gens dans la salle. C'est pas que je ne veux pas vous voir, mais c'est qu'on on vous voit pas à la caméra. Fait que je suis désolé. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je viens vous présenter quelque chose qui concerne l'analyse phénoménologique descriptive en recherche qualitative. Durant cette présentation-là, je n'ai pas pour ma... Oui, pardon? Ah, OK, pardon. Est-ce que tout le monde voit bien la diapositive de Gabriel en orange où il est indiqué l'analyse phénoménologique descriptive en recherche qualitative? Si quelqu'un à distance peut mettre le pouce. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Excellent. Donc, c'est ça, en me présentant, tu nommais que j'avais une expertise au niveau de la paternité auprès des agriculteurs et tout ça. Dans le fond, moi, durant mon doctorat, j'ai fait de la recherche qualitative. En fait, j'ai fait une recherche phénoménologique. Durant mon doctorat, c'est ça, je me suis intéressé au discours des agriculteurs, notamment au niveau de leur rôle familial, du stress que ça engendrait pour eux et tout ça. Vous allez voir que durant la présentation, il y a beaucoup d'exemples en lien avec mon projet doctoral parce que j'ai récupéré des choses pour vous montrer concrètement comment est-ce que ça pouvait se mettre en branle, là, finalement. Donc, étonnez-vous pas si vous voyez beaucoup de discours en lien avec ça, c'est pas étonnant, là, ça vient de mon projet à moi. Comme je disais, si jamais vous avez des questions durant la conférence, je vais vous m'arrêter et me poser vos questions au fur et à mesure. Les gens restent bon, je vais filmer la caméra. Alors moi, j'ai mis... Ah, OK. Petit problème technique. On a un petit problème de caméra. On est dans une nouvelle salle aujourd'hui. C'est aussi pour ça que ça demande un peu plus d'adaptation. Voulez-vous que je continue, puis on va essayer de régler ça, puis on va avancer parce qu'on a quand même un certain temps. Il faut avancer un peu dans la rencontre et tout ça. Donc, si jamais vous avez des questions. C'est ça, j'essaie de placer cette phrase-là. Si jamais vous avez des questions durant la conférence, empêchez-vous pas de m'arrêter, de me poser des questions et tout ça. Vous pouvez les écrire dans le chat. Quelqu'un qui va lire votre question pour que je puisse y répondre. Comme ça va éviter tout problème de micro et tout ça. Puis moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Comme je disais, là, au fur et à mesure, c'est parfait parce que moi, ça va m'éviter de parler pendant 1h30 de temps puis d'être tanné de parler. Puis j'aime ça avoir les échanges directement. Souvent, c'est plus riche parce que c'est sur le moment puis on est vraiment en train de parler du sujet sur lequel vous avez votre question. Fait que, bref, tout ça pour dire que empêchez-vous pas de m'arrêter. Donc, je vous ai fait un petit plan de la présentation. Là, on va commencer par voir ensemble pourquoi le choix de la phénoménologie en recherche. On va parler de quelques aspects théoriques en lien avec la phénoménologie. Hein. On va faire, là, c'est là où est-ce que vous allez voir beaucoup d'exemples de mon doctorat, l'analyse phénoménologique. On va regarder ensemble les critères de scientificité, hein, puis il va y avoir une période de conclusion et de questions. Là. Mais comme je dis, les questions, vous pouvez y aller au fur et à mesure. C'est sûr que tout ce qui est en lien avec les critères de scientificité, vous allez voir, ça touche la phénoménologie, mais pas seulement. Donc, la présentation, je l'ai vraiment faite comme une initiation à la phénoménologie, mais aussi à la recherche qualitative. Donc, il y a certains éléments qui vont aller rechercher d'autres types de projets. OK, parfait. Donc, on va commencer avec le choix de la phénoménologie. Hein. Donc, je vous ai mis ici cette phrase-là, on parle de l'expérience telle qu'elle est vécue par les participants. C'est vraiment ce qu'on tente d'aller chercher quand on va décider de prendre un devis phénoménologique en recherche. Je vous ai mis ici un petit repère là, en tant que tel. Là, vous avez les types de devis de recherche qu'on va trouver de manière générale. Vous avez les recherches quantitatives et là, il y aurait plein de devis, mais je n'avais pas la place sur la diapo pour toutes les mettre.
Et normalement, vous pouvez retrouver les devis de recherche qualitatifs. Et ici, vous pouvez voir qu'il y en a plusieurs, dont l'étude phénoménologique. Je vous ai mis des auteurs en dessous de chaque, parce que si jamais vous êtes intéressé à en apprendre sur ces différents devis-là, vous avez les principaux auteurs de ces types de devis-là. En tout cas, c'est des lectures qui peuvent être intéressantes. Mais ça, vous pouvez voir qu'il y a l'étude phénoménologique, mais en recherche qualitative, on va retrouver aussi l'étude ethnographique, la théorisation enracinée, l'étude de cas et l'étude descriptive qualitative. Elles ont toutes leurs raisons d'être. Il y a beaucoup de choses qui vont faire en sorte qu'elles vont se ressembler, mais quand on a des objectifs en tête pour faire de la recherche, c'est nos objectifs qui vont teinter un peu le devis qu'on va choisir. Et dans le cas d'aujourd'hui, ça va être l'étude phénoménologique qu'on regarde ensemble. Donc, déjà, le devis de recherche en phénoménologie, il ne part pas de nulle part. À la base, avant d'être un devis, c'était une philosophie en tant que telle. C'est Husserl qui nous a apporté cette philosophie-là. Donc, par cette philosophie, on cherche à analyser la conscience interne pour cerner les comportements, les actions et les expériences qui sont individuelles. Le concept de conscience, c'est vraiment un concept central dans cette philo-là, dans la mesure où on se dit que toute action est guidée par la conscience et pas l'inverse. Mais ça finit par faire une boucle. Donc, la conscience va guider les actions et les actions vont aller, après ça, avoir une influence sur la conscience et on va continuer à faire cette boucle-là indéfiniment. Donc, gardez en tête la notion de conscience parce que c'est vraiment ça qu'on va tenter d'aller chercher comme résultat quand on utilise ce type de devis-là. On dit aussi que c'est une science d'essence et non une science de fait. Donc, on ne va pas tenter à aller viser une explication théorique en tant que telle. Donc, on ne va pas créer une théorie, hein, mais on va essayer d'aller comprendre le monde selon les gens qu'on tente d'étudier. Donc, selon les gens qui vivent le phénomène qu'on veut aller étudier. C'est ça qu'on va tenter d'aller chercher, c'est cette compréhension-là. Donc, c'est bon d'avoir ça en tête parce que ça va teinter vraiment le pourquoi est-ce qu'on utilise ce devis-là. Et on dit que ça s'inscrit dans une posture qui est constructiviste, hein, dans la mesure où on va dire que la réalité, les résultats vont être qui proviennent des construits sociaux, finalement, qui vont intégrer des multiples expériences qui vont être variées et complexes et qui vont changer aussi dans le temps. Donc, ce n'est pas parce qu'une réalité est comme ça aujourd'hui que dans 100 ans, cette réalité-là va être la même, elle va être changeante et il va falloir continuer à faire ce genre de recherche-là pour essayer de comprendre finalement le vécu et l'expérience des gens. La phénoménologie, ça reste un devis, mais il existe plusieurs types de phénoménologie. Hein. Je suis désolé avec ce mot-là, là, il est comme compliqué à dire en tant que tel, là, fait que je me reprends à plusieurs reprises. Là. Il existe la phénoménologie transcendantale, c'est celle qu'on va regarder, c'est celle que Husserl a amenée au début des années 1900. Hein. D'ailleurs, si vous voulez voir son ouvrage, il y a celui de 2018 qui est une traduction en français, là, donc c'est plus facile, parce que c'est sûr que lui, c'est un Allemand de base, donc si vous savez lire l'allemand, ça peut être de quoi. Mais c'est ça, en français, il y a eu sa traduction de 2018, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais on reste vraiment sur la philosophie de base de la phénoménologie, hein. Donc transcendantale, descriptive qu'on dit, donc c'est ce qu'on regarde ensemble. Mais sachez qu'il y en existe d'autres. Il existe l'herméneutique, il existe l'interprétative et il existe également l'existentiel. Ils ont tous une raison d'être, dans le sens où ils ont toutes leurs particularités. Hein. Par exemple, dans la transcendantale, on dit que le chercheur doit tenter de se mettre de côté, mettre ses perceptions du monde de côté. Hein. Alors que vous auriez dans l'interprétative, ben, c'est le contraire. On va penser que le chercheur doit être, les pensées du chercheur doivent être aussi dans les résultats, dans la compréhension du phénomène en tant que tel. Donc, il existe différentes branches. Il y aura un cours probablement de 45 heures qu'on pourrait faire ensemble sur chacune d'entre elles, mais on va se limiter à la transcendantale pour l'instant. Je vous ai quand même mis plusieurs références dans le sens où Husserl, c'est la transcendantale, mais vous pouvez voir qu'il y en a d'autres. Par exemple, Sartre, si je me souviens bien, c'est dans l'existentiel. Bref, je vous ai mis d'autres auteurs si vous voulez d'autres lectures. À la fin, vous avez la biographie, on pourra regarder ensemble. Là, vous pourrez avoir accès à ces lectures-là. Ça peut toujours être intéressant. Donc, on va essayer de comprendre un peu d'où ça sort l'idée justement de dire que chaque individu a une expérience, puis en quoi est-ce que cet aspect-là est un devis scientifique en tant que tel. Parce qu'on pourrait se dire que c'est pas scientifique de se pencher sur les opinions des gens, sur leur expérience individuelle et tout ça, alors que souvent, on va tenter de généraliser certains éléments. Je vous ai montré un peu les grandes lignes ici avec ce schéma-là ici. Vous allez voir, il a peut-être l'air complexe, mais il n'est pas tant que ça. Donc, ici, c'est vraiment l'idée de comprendre les relations entre la conscience et le monde de chaque individu. Lorsqu'on a commencé à faire de la recherche scientifique, c'est souvent
là, je parle de courant, là, comme je vous disais, ce courant-là, c'est plus dans le constructivisme. Vous avez d'autres courants qui sont plus positivistes et post-positivistes, où est-ce qu'on va tenter d'aller analyser la réalité en tant que telle. On a la conscience de dire qu'il existe une réalité, puis c'est elle qu'il faut tenter de découvrir. Quand Husserl a pensé la phénoménologie, pour lui, c'était une réalité aussi, dans le sens où pour lui, il existe une réalité dans laquelle on vit, donc une vérité en tant que telle. Mais ce qui arrive, par contre, c'est que les gens, eux, ils évoluent autour de cette réalité-là et ont leur propre conception de ce monde-là en tant que tel. Donc, au milieu, je vous ai mis en bleu, la flèche que vous avez, ça représente le monde de la vie qui va s'étendre sans fin dans l'espace. Donc, on a un passé, on a un présent, on a un futur. Donc, c'est la réalité, celle à laquelle on est confronté, puis qui va avoir un développement sans fin dans le temps. Donc, la réalité va continuer même à notre mort, puis elle existait. Il y a eu un monde avant nous ici, finalement. Donc, c'est pour ça qu'existe l'histoire. Donc, vous avez ça au milieu. En science, c'est souvent ça qu'on va tenter d'aller analyser. Quand on fait de la recherche phénoménologique, ce qui va nous intéresser, c'est l'ego. Donc, c'est, bref, la conscience de la personne. Donc, je vous ai mis une petite, en vert, là, vous avez l'individu animant la conscience. Donc, c'est la conscience de la personne par rapport à ce monde-là. Un exemple que je peux vous donner pour essayer de schématiser ce schéma-là, durant la COVID, on a tous vécu, jusqu'à cette expérience-là, avec l'arrivée des vaccins. On a été confinés pendant une certaine période. Est arrivé les vaccins, on s'est fait dire, allez vous vacciner, ça marche bien. Ça fait en sorte qu'on est au niveau médical, puis ça fait en sorte que, bref, on peut ressortir de chez nous et tout ça. Donc, on arrête les confinements. Donc, ça a aidé au niveau de la maladie. Puis, tu sais, c'est vrai pour la COVID, c'est vrai pour plusieurs autres médicaments. Donc, en recherche, on a fait des recherches pour trouver des vaccins qui marchent. La réalité, c'est que ces vaccins-là, ils marchent pour essayer d'arrêter d'une certaine manière la transmission de cette maladie-là. Malgré tout, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a des gens qui sont réticents à aller se faire vacciner. Malgré cette réalité-là, il existe la conscience des gens. Eux, c'est quoi leur perception du vaccin? Donc, en vert, vous auriez cette perception-là des gens par rapport à la réalité en bleu, qui est le fait que les vaccins marchent et que ça arrête la transmission et tout ça. Donc, en sciences, pour un chercheur, ça devient compliqué parce qu'on finit par se dire, là, moi, j'ai mes résultats, le vaccin, il marche, ça arrête à certains degrés la transmission et tout ça. Pourquoi les gens n'y viennent pas? Et c'est là qu'un devis de recherche phénoménologique est intéressant parce qu'on va aller tenter d'analyser cette conscience-là par rapport au vaccin. Et parfois, d'une manière logique, elle peut ne pas faire de sens vis-à-vis de la réalité, mais au niveau de la conscience des gens, ça fait du sens. Par rapport à leur réflexion, ça fait du sens. Donc, c'est là où est-ce qu'on va générer des résultats qui deviennent très intéressants. Et bref, ce schéma-là, ici, on va appeler ça l'attitude naturelle. Donc, c'est la manière dont l'individu va s'exprimer naturellement par rapport au monde tel qu'il se présente à lui. Donc, bref, c'est vraiment ça qu'on va tenter d'aller voir. Donc, Husserl, dans sa philosophie, c'est vraiment comme ça qu'il figurait finalement la phénoménologie. Et vous voyez l'importance de la conscience à travers ce schéma-là ici. Un autre schéma que j'ai pour vous ici, c'est le monde transcendantal. Donc, ici, c'est vraiment le monde comme la personne, je vous nommais tantôt l'attitude naturelle. Ça revient chercher un peu cet aspect-là. Là. Je vous ai mis une définition de ce que c'était le monde transcendantal. On dit que c'est une représentation singulière d'un monde objectif propre à chaque individu. Donc, moi, j'ai mon monde transcendantal, mais les gens autour de moi ont aussi leur propre monde transcendantal. Et c'est ça que, comme chercheur, je vais être tenté d'aller étudier. C'est ce monde transcendantal-là par rapport à comment le phénomène va être vécu dans ce monde transcendantal-là de Michael, par exemple, à côté. Ça ne te dérange pas que je te prenne un exemple? Merci. Donc, vous avez au début l'objet. L'objet, c'est le phénomène qu'on veut tenter d'étudier. Moi, par exemple, quand j'ai fait mon projet doctoral, l'objet, c'était la paternité. Parce qu'un objet, ça peut être quelque chose de physique, mais ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas tangible, dont des rôles parentaux, par exemple. Donc, la paternité faisait office d'objet dans mon projet de recherche à moi. Vous avez l'essence. Donc, l'essence, c'est vraiment ce que la personne, quand elle voit cet objet-là, c'est quoi qui lui vient à elle, dans le fond. Comment elle se représente la paternité. Si je lui parle de paternité, comment est-ce qu'elle va le voir, dans le fond? Ça va amener à la conscience. Elle va réfléchir à comment est-ce qu'elle peut placer ça, finalement, comment elle peut se comporter et tout. Et ça va l'amener à faire preuve d'intuition. L'intuition, c'est les actions, pour faire court. Par exemple, là, par rapport à la paternité, moi, dans mon projet de recherche, l'essence, c'était le fait d'être… Quand je parlais de paternité aux agriculteurs,
pour eux autres, être père, c'est être présent activement pour ses enfants. Il fallait être présent. C'était ça un bon père, dans le fond. C'était ça, être père pour eux. Donc, ça, c'était l'essence. Ça faisait en sorte qu'au niveau de leur conscience, ils développaient des choses qu'ils se disaient qu'ils devaient faire, dans le fond. Hein. Donc, pour eux autres, la conscience, ça les amenait à se dire qu'il fallait qu'ils répondent aux besoins primaires de leurs enfants, aux besoins psychologiques de leurs enfants et tout ça. Et ensuite de ça, ça les amenait à prendre des actions. Hein. Donc, si dans leur conscience, ils devaient répondre aux besoins primaires de leurs enfants, dans les actions, on avait donné le bain aux enfants parce que ça fait partie des besoins primaires. Donc, vous pouvez voir un peu la roue que ça pouvait faire à ce moment-là. Donc, bref, je vous ai mis la définition de ce que c'est une intuition. Là, on dit que c'est tout acte ayant une visée préalable et sans lequel rien ne serait pensé. Donc, on dit que l'action résulte d'une conduite intentionnelle visant à réaliser un projet. Et là, encore là, dans la phénoménologie, l'aspect d'intentionnalité, c'est très important parce que c'est ça qu'on vient à dire. Sans l'essence et la conscience, il n'y a pas d'intention, hein, parce que puis on n'aura pas d'action à ce moment-là. Donc, c'est vraiment l'essence et la conscience qui vont amener à avoir une action qui va être intentionnelle, qui a été pensée là, finalement. Et l'essence, vous avez ici là, bref, EIDOS, c'est comme ça que Husserl le nommait. Là. On dit c'est de quoi est constitué ou non un objet selon le regard de l'individu. Donc, ça, c'est intéressant. Là, on voit comment est-ce que ça se manifeste auprès d'une personne. Hein. Mais nous, en tant que chercheurs, il faut se placer dans tout ça. Donc, en vert, c'est nous à titre de chercheurs. Donc, c'est la personne externe qui désire comprendre l'origine transcendantale du phénomène. Hein. Donc, on va tenter d'aller étudier un phénomène, comment est-ce que c'est perçu par la personne et tout ça. Et nous, comme chercheurs, dans ce type de phénoménologie-là, il va falloir faire preuve d'épochure. Donc, en tant que chercheur, il faut être capable de mettre en suspens du mieux possible parce que c'est entendu, là, même Husserl le disait lui-même, c'est impossible pour un chercheur de se mettre totalement de côté. Ça, c'est sûr et certain. Mais il faut essayer de le faire le plus possible. Donc, des fois, on peut essayer de développer des stratégies. Puis ça, on va le voir dans les critères de scientificité. Hein. Donc, on développe des stratégies, mais le 100% n'existera pas. Et c'est pour ça qu'il existe d'autres types de phénoménologie qui, eux, se sont dit, si c'est juste pas possible de le faire à 100%, pourquoi on n'embrasse pas ça complètement, puis que finalement, le chercheur fait partie intégrante de tout ça. Donc, c'est des perceptions et tout ça, mais là, nous, dans notre cas, il faut faire preuve d'épochée. Donc, puis ensuite de ça, là, je vais vous ça. Donc, mettre en suspens du mieux possible les jugements, ses croyances, ses opinions pour examiner le monde sous un regard différent. Donc, mettre de côté son attitude naturelle à soi, parce que comme je disais, un monde transcendantal, une attitude naturelle, moi j'en ai un, tout le monde en a un finalement. Si on n'arrive pas à le mettre de côté, c'est un problème. Un exemple que je peux vous donner par rapport à ça, ça serait la recherche auprès des populations autochtones. C'est sûr que moi, si j'arrive avec ma perception occidentale du monde, puis que j'essaye d'attribuer une raison à des actions et tout ça à une culture qui n'est pas la même que moi, il y a bien des choses que je ne comprendrai pas à ce moment. Bon. OK, parfait, c'est bon. Désolé, on a un petit problème de micro. Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, parfait. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions jusqu'à date. Ça va? Oui, ça va, merci. Parfait. Excellent. Donc, le choix de la phénoménologie, ça va beaucoup dépendre des objectifs que vous avez en termes de recherche parce que vous avez pu voir toute la notion de on s'intéresse à la perception de l'individu et tout ça. C'est sûr que quand on utilise ce type de devis-là, dans nos objectifs de recherche, ça doit se représenter. Hein. Donc, c'est ça que je vous ai mis ici, que la phénoménologie va prioriser l'enquête sur la façon d'être de l'être humain, finalement. Donc, son expérience, puis sa relation au monde. Donc, c'est sûr que souvent, quand vous avez des objectifs en termes de recherche ou de questions, souvent, on va retrouver le principe du
on va chercher à aller voir la perception de tel acteur ou la représentation de tel acteur. Donc, ça va souvent se voir dans vos objectifs en tant que tel. Donc, la question de recherche, encore là, ici, vous avez l'idée que ça va être quelle est la signification, la structure et l'essence de l'expérience du phénomène pour un individu ou un groupe d'individus. Hein. Parce que c'est vrai que ça peut être pour une personne, mais vous pourriez essayer de faire des entrevues de groupe et tout. Ça aussi, on va en discuter tantôt. Hein. Et le comment, il faut s'intéresser à la subjectivité et aux unités de sens que les participants vont accorder à leur réalité. Donc, il y a vraiment cet aspect-là que les résultats que vous allez avoir, c'est très subjectif dans la mesure où c'est l'expérience de la personne, comment elle le vit, tout ça. Un exemple que je peux vous donner par rapport à ça, c'est moi, dans mon doctorat, quand je me suis intéressé à la paternité chez les agriculteurs, je me suis seulement intéressé au discours des agriculteurs. Une limite qu'on pourrait mettre à ce niveau-là, c'est le fait que, effectivement, je ne me suis pas intéressé à la conjointe, elle, comment est-ce qu'elle percevait le rôle parental de cet agriculteur-là. Puis je ne suis pas allé voir non plus les enfants, eux autres, comment est-ce qu'ils percevaient le rôle de leur père aussi. C'est une limite en termes de recherche, mais en termes de devis, ça fait du sens, dans le sens où, moi, quand on fait de la phénologie, ce qu'on cherche, c'est le discours de la personne et pas des gens autour d'elle en tant que telle. Donc, moi, c'est la représentation qu'elle a de elle-même, mais aussi qu'elle pense que sa conjointe a de lui et vice-versa, finalement. Donc, il y a vraiment cet aspect-là de subjectivité. Hein. Il y a une question dans le chat. Oui. Comment arriver à mettre son propre monde transcendantal de côté? Si on reprend votre exemple, si vous aviez fait face à un père qui a une vision qui s'oppose à votre monde, comment est-ce géré? C'est ça qui arrive, c'est qu'il faut vraiment que tu fasses preuve d'ouverture en tant que tel. Il y en a qui vont dire qu'il faut essayer d'éviter d'avoir des... Parce qu'il faut comme limiter ses connaissances par rapport à ce phénomène-là. C'est sûr que ça devient très compliqué. Moi, je prends mon exemple, c'est compliqué. Ça a été compliqué parce que moi-même, je suis père. Donc, moi-même, j'ai ma propre expérience de père et tout ça. La manière de faire, c'est sûr que tu essaies de finir l'entrevue dans le sens où on va le voir, là, le guide d'entrevue et tout ça, ça reste des questions qui sont très ouvertes. Moi, en tant que chercheur, il ne faut pas que tu essaies de trop guider la discussion par rapport à ça. Il faut que tu essaies de démontrer le moins possible des a priori ou si la personne répond quelque chose, il faut que ton paraître ne démontre pas que tu as un jugement et tout ça, le moins possible en tout cas. C'est sûr qu'après ça, quand on va faire l'analyse des résultats, une des stratégies, on va la voir ensemble, mais ça peut être de faire l'analyse à plusieurs. Donc, moi, à titre de chercheur, je vais faire mon analyse de mon côté. Par exemple, dans mon doctorat, moi, je faisais mon analyse de mon côté. Mon directeur faisait son analyse de son côté. Hein, et par la suite, on mettait ensemble nos analyses pour voir qu'est-ce qui est convergent, qu'est-ce qui est divergent, puis pourquoi est-ce qu'il y a des divergences. Hein. Puis après ça, on essaie de trouver, qu'est-ce qui peut expliquer tout ça, puis voir si on peut trouver un terrain d'entente par rapport à ça. Donc, il existe des stratégies, mais encore une fois, le 100% n'existera pas. On ne pourra jamais mettre tout de côté cet aspect-là. C'est pour ça que certains vont dire c'est beaucoup plus facile quand vous êtes au doctorat que quand vous faites un article scientifique. Là. Mais quand vous êtes au doctorat, souvent, il va y avoir une section dans votre thèse ou même à la maîtrise, là, où est-ce que vous allez prendre le temps d'expliquer vous êtes qui à titre de chercheur, c'est quoi vos perceptions par rapport à ce phénomène-là aussi. Donc, ça aussi, ça permet au lecteur de voir un peu vous êtes qui comme type d'individu, puis comment est-ce que ça aurait pu teinter les résultats aussi. Là. Donc, il faut vraiment avoir bref, il faut essayer de mettre des stratégies en place, là, finalement. Je ne sais pas si ça répondait à la question. D'accord, merci. OK, parfait. Excellent. Donc, c'est ça. Donc, avant d'aller vers l'analyse phénoménologique, on va regarder par contre certains aspects théoriques de la phénoménologie. Hein. Donc, pourquoi viser l'essence de l'expérience? Il y a comme 4 aspects théoriques qu'on va regarder ensemble. J'espère vont vous aider un peu à mieux comprendre pourquoi la phéno. Hein. Le premier aspect théorique par rapport à ce type de devis-là, quand on décide d'utiliser ça, c'est qu'il faut se mettre. Puis, tu sais, je vous parle d'aspect théorique, là, c'est vraiment une vision que vous devez adopter à titre de chercheur. Parce que sinon, ça devient compliqué de faire ce type de devis-là. Vous allez avoir beaucoup de difficultés. Donc, un premier aspect théorique qu'il faut prendre en considération, c'est l'idée que la conscience est le moyen d'accès à tout ce qui donne dans l'expérience, puisqu'il n'y a rien qui puisse être dit ou à quoi on puisse se rapporter qui n'inclut pas implicitement la conscience. Ça revient à l'idée que je vous disais qu'il n'y a pas d'action qui est faite tant que la conscience n'a pas mené à cette action-là, finalement. Donc, on part toujours de la conscience vers une action, puis après ça, c'est une boucle, finalement. L'action va ramener à la conscience. Donc, l'action qu'on va avoir eue va avoir eu un effet sur nous autres. Ça va nous ramener à notre conscience, puis là, on va répéter le comportement ou on ne le répétera pas, finalement, selon le résultat que ça va avoir donné. Donc, il faut vraiment avoir cette idée-là que la conscience est centrale. L'exemple que je vous donne ici, c'est encore par rapport à mon doctorat. On dit que le vécu des pères agriculteurs
face à leur rôle paternel, c'était mon objectif en tant que tel. Donc, c'est ce que je voulais aller voir. Donc, vous voyez qu'il y a, dans cette question-là, il y a vraiment l'idée du vécu, donc le vécu des pères agriculteurs. Puis, c'est vraiment l'idée que la conscience des pères agriculteurs va permettre de donner la signification essentielle qu'eux autres ont par rapport à leur vécu d'être père. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse à leur discours. Il n'y a pas grand-chose. Quand je dis s'intéresser à leur discours, c'est que vous allez voir que parfois en recherche qualitative, on va utiliser l'observation dans certains devis. Quand on fait de l'ethnographie, souvent, on va y aller par observation. En phénologie, l'observation, ça peut être intéressant, mais vous ne pourrez pas passer à côté d'une entrevue avec la personne parce que c'est la seule manière que vous allez avoir accès à sa conscience, finalement. De par ce qu'elle va vous dire, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il va vers ces actions-là. Alors que l'observation, bien, ça devient compliqué parce que vous voyez l'action, mais vous n'avez pas le pourquoi de cette action-là, finalement. Le deuxième aspect théorique, on dit que la conscience mène à l'intuition, c'est-à-dire tout acte ayant une visée préalable vis-à-vis d'une présence, donc un objet qui est réel ou non. Donc, encore une fois, ici, je m'intéressais au vécu des pères agriculteurs face à leur rôle paternel. Ici, l'intuition, c'était leur vécu, donc leurs actions à titre de père, donc leur vécu en tant que tel. Donc, ici, ça va être tout acte posé par les pères au sein de leur expérience ordinaire. Puis, en phénologie, on va s'intéresser à ce qui est vécu présentement. Donc, qu'est-ce qu'ils vivent? On ne va pas s'intéresser à un discours qui va être comme romancé ou ésotérique. Donc, je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il aimerait que ça soit être père, dans le fond. Je veux savoir ce que c'est pour lui aujourd'hui, c'est quoi être père, dans le fond. Comment est-ce qu'il le vit en ce moment? Parce que quand on commence à tomber dedans quelque chose qui serait dans le futur ou quelque chose qui aimerait qu'il arrive finalement, bien, ça devient comme problématique parce que le jour où il va le vivre, est-ce qu'il va être content de ça? Est-ce que ça va être encore ça, sa perception et tout ça? Ça devient un problème. On est trop dans l'expectative. Fait qu'il faut vraiment s'intéresser au comportement actuel. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement dans sa vie aujourd'hui, finalement? Et finalement, ben, la présence, l'objet qu'on va tenter d'aller voir, ben, c'est le rôle paternel qui n'est pas un support réel. Donc, ce n'est pas tangible en tant que tel, là. La paternité, ça se manifeste en action, mais je ne peux pas tenir la paternité dans mes mains en tant que tel. Donc, c'est ça. Donc, c'était pour vous montrer un exemple. Le troisième aspect théorique que vous pourriez avoir, ben, qu'on a finalement ici, c'est qu'il faut analyser les intuitions ou les présences non dans leur sens objectif, mais précisément sous l'angle du sens que ces phénomènes ont pour le sujet. Et là, c'est là des fois que ça devient difficile pour le chercheur aussi, parce qu'on a souvent des connaissances par rapport à certains phénomènes ou certaines notions. Puis là, on a tendance à vouloir rationaliser ce que la personne nous dit dans son vécu avec ce qu'on connaît sur ces concepts-là, alors que, ben, il ne faut pas tenter de faire ça. Il faut vraiment essayer d'amener, ben, comment c'est vécu, qu'est-ce que cette personne-là perçoit de son vécu, puis c'est ça qu'on va ramener comme résultat. Et non, finalement, nous, professionnels, un diagnostic qu'on pourrait porter sur ben, il y a tel comportement, ben, c'est un père absent ou c'est un père présent. C'est pas tout à fait ça qu'il faut aller tenter d'aller faire à ce moment-là. Donc ici, ben, l'intuition, on est encore sur le vécu, quel est le sens que les pères donnent à leur expérience ordinaire, et la présence, encore, quel est le sens que les pères donnent au rôle paternel. Ça, on reste un peu à la même chose. Et le quatrième aspect théorique, on va dire que le sujet ne peut pas avoir de sens, il va avoir de sens seulement, je vais vous le lire là. Le sujet ne peut avoir de sens que dans sa relation avec l'objet, et de même, l'objet suppose en soi d'être relié à la subjectivité, dans le sens où ça ne me sert à rien d'étudier la paternité si je n'ai pas les pères à côté et vice-versa, finalement. Donc, les deux sont interreliés et il faut que je m'intéresse aux deux à la fois, là, finalement. Et forcément, bien, ça amène la subjectivité parce que c'est encore le vécu des pères qu'on va tenter d'aller voir. Donc, ici, vous pouvez voir que le sujet, c'est les pères agriculteurs. Et là, ici, il y a la notion, parce que moi, des fois, on me disait, oui, mais être père, moi, si je suis un père absent, est-ce que je suis vraiment père? Est-ce que j'ai vraiment des rôles paternels à ce moment-là? Et la réponse, c'est oui, parce que le fait d'être absent, c'est un rôle paternel, c'est le fait d'être absent finalement. Donc, ça en fait partie aussi. C'était aussi quelque chose qu'on tentait d'aller analyser dans mon projet doctoral, voir finalement ce père-là, est-ce qu'il est engagé ou non finalement, c'est quoi sa perception d'être engagé, c'est quoi sa perception de père désengagé finalement. Donc, bref, il y a cet aspect-là. Et l'objet, encore les rôles paternels. Donc, le rôle paternel se doit. Pardon, je vais vous le lire. Les rôles paternels les rôles paternels que doivent jouer les hommes sont subjectifs à chaque individu parce que, par exemple, l'engagement, pour chaque père à qui vous allez parler, être engagé comme père, ça va se faire de manière différente. Moi, j'ai parlé à des pères pour qui s'engager auprès de ses enfants, c'est être en mesure de travailler pour amener de l'argent puis pouvoir répondre aux besoins primaires de son enfant. Puis j'en ai d'autres pour qui, lui, ça fait partie d'être père. Mais si je ne peux pas être là à ses parties de hockey, si je ne peux pas être là pour faire des loisirs avec lui, je ne suis pas un père engagé, je suis un père absent. Fait que vous pouvez voir que déjà là, on a une notion différente de c'est quoi un père engagé et c'est vraiment subjectif à chaque individu à ce moment-là.
Je change de terme, mais je veux savoir, avez-vous des questions jusqu'à là? Tout... On n'a pas dans le chat. J'en ai une que, par rapport à ce que tu présentes, est-ce qu'on va pouvoir avoir accès au PowerPoint? Sûrement. Je vais regarder avec Mickaël pour voir s'il peut vous l'envoyer tout ça, là, si ça peut aider. Ça va me Oui, faire ben, plaisir. c'est vraiment bien expliqué. Là, Oui, j'essaie, là, mais je vais avouer que c'est pas simple. Surtout que si jamais vous vous attaquez à Yourcell, je vous le dis, c'est vraiment un texte de philosophe. C'est pas forcément facile à cerner. Fait que souvent, l'idée, c'est d'aller voir des textes plus récents avec des auteurs qui vulgarisent plus. Puis après ça, c'est facile de retourner dans le texte de Yourcell puis de faire ah oui, OK, il parle de ça. Fait que, des fois, ça vaut la peine de commencer moins. Parfait. Fait que jusqu'à là, j'espère que ça vous a permis de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on pouvait aller vers la recherche phénologique. On va regarder ensemble un peu comment est-ce qu'on peut analyser tout ça, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu abstrait de se dire, je vais rencontrer des gens, je vais en apprendre sur leur vécu, mais après ça, moi, comment est-ce que j'opérationnalise tout ça pour en arriver à des résultats de recherche? Fait qu'on va regarder ça ensemble. Déjà, juste avant de commencer, il existe plusieurs manières de faire d'analyse phénologique. Ici, vous en avez deux. Ce n'est pas ces deux-là qu'on va regarder ensemble. Moi, j'en connais trois par rapport à ce type de dérive-là. Donc, il y a ces deux-là qui peuvent être intéressants, celle de Colliasi et celle de Van Kaam. Tantôt, je vous disais que la recherche phénologique, c'était dans une vision un peu constructiviste de la recherche, donc vraiment l'idée qu'on s'intéresse aux perceptions des gens et tout ça. Mais il existe différentes manières d'analyser qui vont... En tout cas, votre choix va beaucoup aller en fonction de quel paradigme vous utilisez en termes de recherche. Donc, plus constructiviste ou est-ce que vous vous retrouvez plus à chemin entre le post-positiviste et le constructiviste? Il y en a certains là-dedans qui vont se retrouver plus à cheval entre les deux. Donc, en tout cas, vous avez les différentes étapes qui sont à prendre pour ces deux éléments, pour ces deux manières de faire. Donc, si ça vous intéresse, j'ai mis les références également, vous pourrez aller voir. Mais nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'analyse phénologique de Giorgi. Donc, lui, il présente 5 étapes pour faire ce type d'analyse-là. La première, c'est la collecte des données verbales, la transcription des données sous forme de verbatim. On a la lecture des verbatims ensuite. En troisième étape, il y a le processus de thématisation. Tantôt, je vous parlais qu'il fallait faire preuve de réduction. Hein. C'est dans la thématisation qu'on va le retrouver beaucoup, cet aspect-là. Quatrième étape, examiner, explorer, expliciter les unités de signification. Et la dernière étape qui va être la synthèse des résultats. Donc, je vous les ai lus vite, mais vous allez voir, on va passer chacune ensemble, finalement. Les premières sont relativement simples, d'ailleurs. Par exemple, la collecte des données verbales, la transcription. Donc, on est vraiment là... Quand vous prenez un protocole de recherche là, à la maîtrise ou au doctorat, on se situerait pas tant dans l'analyse à ce niveau-là, mais plus dans qu'est-ce que vous allez avoir choisi comme type de collecte de données en tant que tel. Mais Giorgi le met dans l'analyse également. C'est ça qu'on va regarder rapidement. Là. Mais ici, c'est vraiment qu'est-ce que vous allez utiliser pour aller chercher ce discours-là des participants. Donc, je vous ai mis une petite définition. Là, on dit obtenir une description détaillée de l'expérience des participants tels qu'ils sont vécus. Puis après ça, on va importer, quand on va faire la transcription de tout ça, leur discours dans un logiciel. Un logiciel qui ne fait pas l'analyse pour vous, là, soit dit en passant, le logiciel, c'est pour vous aider à thématiser tout ça, là, mais il n'existe pas de logiciel où on pourrait rentrer un verbatim de quelqu'un puis qui nous thématise ça tout seul. Ça n'existe pas. Il faut vraiment le faire par nous-mêmes à ce moment-là. Peut-être un jour, avec l'intelligence artificielle, il y aura de quoi qui se créera à voir, mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Vous allez voir, c'est toute une expérience aussi. Hein. Donc, je vous ai mis ici, c'est Paillet Micheli qui dit que l'examen phénologique des données, c'est l'écoute initiale attentive des témoignages pour ce qu'ils ont à nous apprendre avant que nous soyons tentés de les faire parler. Hein. Donc, dans cette étape-là, c'est vraiment l'idée de se mettre dans le bain, dans le fond, d'essayer de comprendre attentivement c'est quoi le vécu de la personne, puis vraiment se mettre de côté à côté. De lâcher sa position de chercheur également à travers tout ça. Donc, pour aller chercher tout ça, je ne cache pas, la meilleure manière, c'est d'aller faire des entrevues auprès des personnes. Hein. Des entrevues qui sont parfois dirigées, non, pas dirigées, semi-dirigées ou non dirigées. Hein. Donc, je vous ai mis ici les deux types d'entrevues que vous pourriez utiliser. Hein. Il y a l'entrevue non dirigée. Hein. Donc, dans le fond, ça ici, c'est vraiment une entrevue particulière parce que c'est une entrevue où est-ce que vous allez arriver avec des questions qui sont très larges. Par exemple, là, si j'avais utilisé, moi, je ne sais pas le type d'entrevue que j'ai utilisé, moi, j'ai utilisé l'entrevue semi-dirigée. Hein. Mais si j'avais utilisé l'entrevue non dirigée, le type de questions que j'aurais eu pour mes participants, ça aurait été, par exemple, peux-tu me dire pour toi, c'est quoi être un père? Puis ça se serait limité à ça et la personne aurait eu le champ libre pour partir à gauche ou à droite
vraiment selon ce qu'elle perçoit, qu'elle a à me dire à titre de père finalement. Puis j'aurais eu ces informations-là. J'aurais essayé de poser des questions de compréhension une fois de temps en temps, mais c'est vraiment elle qui aurait guidé vraiment la conversation de long en large, là, finalement. Ça peut être un type d'entrevue qui est très intéressant parce que ça permet d'aller chercher des thèmes émergents. Tu sais, des fois, quand on se dit la paternité, on a déjà des idées de thèmes qu'il faut aborder. Puis des fois, le fait d'avoir déjà des idées de thèmes à aborder fait qu'on passe à côté de certains. Ce qui peut être le fun avec ça, c'est que ça fait en sorte que la personne, comme elle est libre de nous parler de tout ce qu'elle veut, hein, ben, je peux arriver avec des nouveaux thèmes qui me disent « Ah, ça, j'aurais pas pensé à aborder ce sujet-là et tout ça. » Donc, ça peut devenir très intéressant. Par contre, en termes de recherche, ce qui est bien compliqué dans vos objectifs de recherche, c'est que la personne n'ira pas forcément vers ce que vous voulez vraiment avoir à titre d'objectif. Moi, pour mon doctorat, par exemple, mes objectifs, c'était de savoir, ben, OK, c'est quoi la paternité pour mes agriculteurs? Je voulais savoir aussi les liens entre la paternité et le type de masculinité que ces agriculteurs-là avaient. Hein. Je voulais savoir les conflits de travail-famille, comment est-ce que ça se passait dans leur vécu à eux. Hein. Puis je voulais savoir comment tout ça se matérialisait au niveau de leur stress. Hein. On s'entend que si j'avais juste posé la question, c'est quoi pour toi être un père? Il y a probablement beaucoup de sujets là-dedans qu'on n'aurait juste pas abordés. Ça aurait été compliqué. Fait qu'à titre pour mes objectifs de recherche à moi, ça aurait été très compliqué d'arriver à des résultats. Donc, c'est pour ça que moi, je suis allé vers l'entrevue semi-dirigée, où est-ce que là, à ce moment-là, ben, vous pouvez quand même laisser place à des nouveaux termes. Donc, la personne est quand même libre de répondre aux questions, mais vos questions vont être un petit peu plus dirigées à ce moment-là. Par exemple, moi, j'avais la question pas par rapport à la paternité, ben, ça touchait la paternité aussi. Là. Par exemple, moi, je leur demandais, ben, c'est quoi pour toi être un homme aujourd'hui? Donc là, ils m'expliquaient c'est quoi être un homme. Puis après ça, je leur posais la question, OK, puis être un homme aujourd'hui versus être un père, est-ce que tu vois des similarités, des différences finalement? Donc, j'allais quand même pousser aussi vers mes objectifs de recherche. Je ne me disais pas juste, oh, on reste sur une question bien large et on verra où ça nous mène finalement. Donc, c'est pour ça que vous verrez, vous, en fonction des objectifs de recherche que vous avez, qu'est-ce qui peut être le mieux à être utilisé. Mais moi, dans mon cas, là, je peux vraiment plus vous outiller sur l'entrevue semi-dirigée en tant que telle. Donc, juste pour vous les lire rapidement, là, on dit que l'entrevue non dirigée, c'est l'interviewé peut répondre librement et de façon personnelle aux questions ouvertes qui lui sont posées aléatoirement. Puis le chercheur doit suivre le déroulement de la pensée du participant, éviter d'orienter la pensée de ce dernier et demander des clarifications. L'entrevue semi-dirigée, ça se ressemble aussi. On dit que l'interviewé va encore répondre librement aux questions préétablies et posées dans un ordre propice à l'atteinte des objectifs. Donc, c'est pour ça que je vous dis que moi, les deux questions que j'avais, par exemple, c'était pour aller vers mes objectifs puis essayer d'y répondre. Puis ici, le chercheur doit guider le contenu de l'échange afin d'examiner les thèmes généraux qu'il souhaite explorer par le participant à la recherche. Pourquoi l'entrevue individuelle? On dit que ça permet d'accéder directement à l'expérience des individus et de témoigner de leur point de vue, hein, parce que vous avez vraiment le fond de leur pensée, finalement. Ils vous disent pourquoi est-ce qu'ils font telle action et tout ça. Donc, ça vous permet vraiment de ramener ça après dans vos résultats. Ça permet d'aller chercher les informations que l'observation ne pourra pas vous permettre d'obtenir, malgré le fait que ça peut être intéressant de mixer les deux ensemble, de mettre l'observation et l'entrevue ensemble, parce que le fait d'observer le terrain, de voir comment les gens ils se positionnent dans leurs actions et tout ça, mais ça vous permet justement de peut-être mieux comprendre pourquoi la personne a ces pensées-là finalement qui l'amènent à telle action finalement. Ça vous permet, par exemple, si vous changez, si vous allez étudier une autre culture, ça peut vous permettre de comprendre culturellement c'est quoi les manières différentes de penser, tout ça, puis comment est-ce que ça s'opérationnalise sur le terrain à ce moment-là. Mais normalement, vous devriez quand même avoir une entrevue en recherche phénoménologique. Et je vous ai mis aussi quelques concepts à garder en tête quand vous faites ce type d'entrevue. Donc, il y a vraiment l'idée d'avoir des questions qui sont ouvertes. Gardez aussi un langage qui est familier parce que nous, à titre de chercheurs, on a certaines compétences, mais les gens qui se retrouvent dans le milieu, ben, eux, n'ont pas forcément ces mêmes compétences-là, n'ont pas les mêmes manières de discuter de ces concepts-là. Par exemple, moi, je vous parlais de la santé mentale, le stress que ça pouvait créer. Hein. Chez les agriculteurs, dans la littérature scientifique, ce qu'on se rend compte, c'est que d'agriculteurs, quand on parle de dépression, quand on parle de suicide, quand on parle d'anxiété, eux autres, ils ramènent ça à stress. Ils vivent du stress. Fait que c'est sûr que si vous allez les voir et vous leur demandez une question, s'ils ont l'impression de vivre beaucoup d'anxiété et tout ça, ça se peut qu'ils vous regardent en vous disant, ça se peut qu'eux autres, ils dévient vers le stress. Puis, c'est pas qu'ils dévient vers le stress, ils vous parlent d'anxiété, mais c'est pas le terme qu'ils vont utiliser. Hein. Fait que ça, il faut l'avoir en tête aussi. Puis souvent, c'est d'avoir le même langage qu'eux, parce que justement, ça vient créer un lien de confiance. Ça vous assure en quelque sorte que les gens vous parlent vraiment de leur expérience parce qu'ils ont la confiance de vous témoigner de leur vécu à ce moment-là.
Ça prend des questions qui sont claires, donc on s'entend là, une idée par question, hein, parce que sinon, ça devient compliqué à répondre et tout ça. Ça doit être des questions neutres. Tantôt, on disait comment mettre de côté sa perception sans que ça se reflète sur la personne. Bien, ça en fait partie des questions neutres. Moi, quand je posais des questions à mes participants, je m'assurais que la question, finalement, elle n'aille pas vers ma perception de c'est quoi un bon père ou qu'elle tende vers qu'est-ce que ça devrait être un bon père. J'essayais d'y aller de manière le plus neutre possible. Il y a la notion de respect aussi pour encore le lien de confiance. Puis vos questions doivent répondre à vos objectifs aussi. Ça doit avoir cette visée-là aussi. Là. Parce qu'il n'y a rien de plus triste quand tu fais une entrevue de. Moi, mes entrevues, c'était autour de 3 heures. Il n'y a rien de plus triste que quand tu fais une entrevue de 3 heures puis tu te rends compte que dans cette entrevue-là, ben, vous êtes passé à côté de plein de sujets en lien avec vos objectifs puis que vous ne pourrez pas utiliser ça pour répondre à vos questions. C'est du temps perdu puis c'est du temps que vous faites perdre à votre participant aussi, finalement. Donc, des fois, ça peut valoir la peine d'essayer votre guide sur des gens qui ont des réalités similaires pour voir si ça amène à vos objectifs aussi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des gens qui ont de la difficulté à parler? Puis, est-ce qu'il y a des techniques qu'on utilise ou on reste plus comme Ouais. distant? Ben, je vais t'avouer que ça, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas beaucoup de réponses, mais tu as raison, il y a vraiment un enjeu par rapport à ça. Puis même encore plus, tu parles d'avoir de la difficulté à communiquer, mais ça devient encore plus complexe quand on change de pays et qu'on change de langue. Je pense à certains pays. Moi, j'ai un collègue qui est en santé mondiale, qui fait beaucoup de projets de recherche au Sénégal. Puis lui, c'est ça qui arrive. Un des problèmes qu'il y a avec ses étudiants qui fait venir au Sénégal pour faire des projets de recherche, c'est que finalement, eux, ils font leur projet de recherche, mais ils ont un traducteur à côté pour traduire finalement. Et là, ça devient complexe parce que toute la notion de traduction et tout ça, ça vient créer des enjeux en termes de, ben, c'est-tu vraiment le vécu de la personne que j'ai ou le traducteur a passé par des raccourcis de traduction, puis finalement, le vécu que j'ai, c'est pas forcément le même. J'ai pas beaucoup de réponses par rapport à ça. C'est sûr que l'idée, c'est de vous assurer que vous utilisez le même langage, ou du moins que vous avez une bonne compréhension. Fait que souvent, c'est d'essayer de, si la personne vous parle de quelque chose puis que vous ne comprenez pas totalement de quoi elle vous parle, ça vaut la peine de demander des clarifications sur quelque chose. Puis, tu sais, moi, je le prenais vraiment en mode, quand je commençais mes entrevues avec les gens, je leur disais, tu sais, j'ai des questions pour toi, puis je vais avoir des questions de clarification, puis je suis désolé si mes questions ont l'air niaiseuses. Des fois, là, ça peut paraître clair pour toi, mais moi, je veux être sûr que ce que je vais ramener, c'est ton discours à toi, puis que ce n'est pas mon interprétation de ton discours. Tu sais, fait que je le disais d'emblée de jeu, il faut avoir faut faire preuve un peu de cette. Je cherche le mot, là, mais. Hein? Une flexibilité. Oui, ben c'est ça, ou en tout cas d'être capable de démontrer. D'être capable de démontrer que tu ne connais pas tout et que tu veux être sûr que tu apportes finalement le vécu de la personne. Oui, humilité, merci, c'est ça. Je vais chercher. Hein. Donc oui, ça fait partie, c'est très important pour ça. Vous allez voir tantôt, j'ai un exemple avec une table, fait qu'on va voir ça ensemble. Là. Et là, je parlais de l'entrevue individuelle avec une personne, mais ça peut être intéressant aussi de faire des entrevues de groupe. Donc, d'aller voir le vécu comme moi, je l'ai fait individuellement, mais j'aurais pu le faire avec un groupe de pairs agriculteurs. Et ça peut être intéressant aussi parce qu'à ce moment-là, on a le discours de plusieurs agriculteurs, puis ces gens-là vont finir par créer un discours qui est souvent plus construit. Donc, parce que parfois, des fois, on va poser une question à quelqu'un, puis il va avoir de la misère à répondre à la question. Hein. Tu sais, moi, quand je demandais c'est quoi pour toi être un homme aujourd'hui, ça peut paraître étonnant, là, mais j'ai beaucoup de gens qui, je ne sais pas à quel point c'est étonnant, mais j'ai beaucoup de gens qui ne sont pas capables de me répondre à cette question-là. Pour eux autres, c'est pas clair c'est quoi être un homme aujourd'hui. Ça va tellement dans tous les sens, ils ont de la difficulté à répondre à ça. Hein. Puis il y en a d'autres pour qui c'est plus simple et tout ça. Fait ce qui peut être le fun quand c'est une entrevue de groupe, c'est qu'ils vont construire ensemble leur compréhension de c'est quoi un homme. Il y en a qui vont me dire je ne sais pas trop, puis il y en a un autre qui va dire pour moi, c'est peut-être plus ça un homme, puis l'autre va dire sais-tu, j'ai de la misère à le formuler, mais tu as raison, moi aussi, c'est ça que je perçois, je pense, puis tout ça. Fait que là, des fois, vous arrivez à avoir un discours plus court. Fait que ça aussi, ça peut être très intéressant comme type d'entrevue. Hein. Des fois, c'est mixé dans le sens où on peut passer avec des entrevues individuelles et après ça, vers des entrevues de groupe. Hein. Mais dans tous les cas, ça peut être intéressant aussi. Hein. Il y a une question dans le chat. Oui. Pour entrer en communication, y a-t-il plusieurs échanges avec les participants avant d'enregistrer les données? Faut-il forcément une forte relation de confiance? À quel moment les participants donnent-ils leur accord éthique? Oui. Il n'y a pas besoin d'avoir une forte confiance en tant que telle. Souvent, ce qui est intéressant, c'est d'avoir déjà un lien dans la communauté. Moi, par exemple, je ne connaissais pas mes participants. Ça c'est clair. Par contre,
je viens d'un milieu agricole. Donc, dans le fond, j'ai déjà des connaissances de ce milieu-là, de comment est-ce que c'est vécu et tout ça. Et forcément, ça m'a amené à avoir des liens avec l'UPA. Donc, l'UPA, c'est le syndicat des agriculteurs et tout. Donc, je me suis présenté à des événements et tout ça. Ce qui m'a permis par la suite, quand j'ai fait de l'affichage, il y a des gens qui me connaissaient de loin, j'ai envie de dire, et qui ont accepté de participer au projet de recherche à cause de ça. Ils savaient c'était quoi mes intentions en termes de recherche. Fait que ça les motivait déjà de vouloir participer au projet de recherche. Des fois, on a tendance à avoir l'idée du chercheur un peu dans sa tour d'ivoire qui n'a pas de contact avec la communauté ni rien. Puis des fois, ça crée un froid et les gens n'osent pas participer à cause de ça parce qu'ils ont peur de vers qui ils vont se tourner. Donc, c'est bien d'avoir un contact avec la communauté, mais pas forcément des liens directs avec les gens là, qui vont participer. Au niveau de l'éthique, c'est juste avant l'entrevue. Moi, ce que je faisais avec les gens, dans le fond, je faisais l'affichage. Les gens me contactaient pour participer au projet de recherche. Donc, moi, je les recontactais par la suite. Là. Ils me contactaient par courriel, je les contactais par téléphone. Je leur expliquais davantage c'était quoi le projet puis qu'est-ce que ça impliquait leur participation. Hein. Puis, je leur donnais le formulaire de consentement à ce moment-là par courriel. Ben, je leur disais que j'allais leur envoyer par courriel. Je leur disais, ben, je te donnerais entre 2 et 4 semaines pour réfléchir à tout ça, prendre le temps de le lire, réfléchir, puis être sûr que tu as envie de participer. Hein. Puis après les 4 semaines, ils me le renvoyaient, hein, signé, hein, puis on cédulait la rencontre, puis là, après, on avait nos échanges là, à cette rencontre-là, finalement. Mais oui, le guide d'entrevue, il était signé avant qu'on fasse notre rencontre à ce moment-là. Puis l'idée, c'est vraiment de donner la chance aux gens de pouvoir choisir réellement s'ils veulent participer ou non. Que ça n'a pas été fait de manière forcée non plus. Là. Ce qui est le fun aussi, là, des fois, on parle des avantages là, quand on commence à rentrer dans l'éthique sur participer ou non au projet de recherche. Je vais vous avouer que moi, ce genre de projet de recherche-là, l'avantage que beaucoup de gens m'ont dit à la fin de l'entrevue, c'est qu'ils trouvaient qu'ils avaient aimé ça parce que ça leur avait permis de faire de l'introspection sur leur réalité. Hein. Parce que moi, par exemple, dans mon cas, c'est la paternité. Hein. Dans mes participants, ils m'ont tous dit que ça leur arrivait jamais de penser à c'est quoi leur rôle de père. Puis ça, ils le font automatiquement parce que c'est comme ça, puis la vie, elle se prend comme ça à eux. Ils n'ont jamais forcément pris le temps de penser à c'est quoi un bon père pour eux, qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir comme place comme père auprès de leurs enfants et tout ça. Donc, souvent, ils me remerciaient à la fin en me disant c'est le fun parce que ça m'a permis de repenser à ma situation, à moi et tout ça. Fait que des fois, ça a ce côté-là qui peut être bien intéressant pour les participants. Je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais ça peut être le fun pour eux d'avoir ces échanges-là aussi qui les amènent à pousser leur réflexion aussi. Je ne sais pas si ça répondait à la question. Mais j'allais dire, ça fait partie aussi de l'expérience de père, là, en ce moment, dans les années qu'on est, puis avec l'évolution de la paternité, puis tout ça, ça fait partie de la réflexion un peu aussi de dire que mais c'est vrai, finalement, je ne me suis jamais questionnée, puis oui. Versus les mères, ou bref, c'est intéressant de ça l'être sorti comme ça, là, ça fait partie de leur vécu, ça fait partie justement de leur conscience d'aujourd'hui, puis de leur rôle. Oui, c'est ça, effectivement, tu as tout à fait raison. Ça aussi, c'est quelque chose que je trouvais intéressant avec ce projet-là, c'est autant que au Québec, tout ce qui est la Révolution tranquille, il y a eu la montée du féminisme et tout ça, puis il y a comme un repositionnement des femmes dans la société et tout ça, où est-ce qu'il a vraiment fallu repenser un peu tout ça. Chez les hommes, souvent, il y a comme moins eu ce repositionnement-là, puis ça donne certaines dérives aujourd'hui, on le voit avec certains reportages. Fait que c'est le fun de pouvoir prendre le temps de se questionner, mais c'est ça. Il faut prendre le temps à ce moment-là. Fait que, selon vos sujets, vous allez voir, là, des fois, pour les gens, ça permet de pouvoir avoir cette introspection-là. Malgré que des fois, selon le sujet que vous allez analyser, des fois, ça peut être plus tabou aussi. C'est dans le sens où, là, je vous parle d'un sujet de la paternité. C'est quelque chose que souvent, les gens sont prêts à discuter et tout. Hein. Mais, je pense à certains sujets comme, par exemple, les viols à l'enfance et tout ça. C'est des sujets plus tabous et tout ça. Donc là, à ce moment-là, il y a probablement d'autres stratégies à mettre en branle pour avoir ce genre d'entrevue-là. Ça, je ne pourrais pas vous aider par contre sur ce type d'entrevue-là, mais il y a probablement plusieurs choses à prendre en considération, même au niveau de l'éthique. Là, vous allez probablement avoir plusieurs garde-fous à mettre en place là, à ce niveau-là. Ça, c'est pour la première étape. Hein. Donc, d'aller chercher la collecte des données, d'essayer de se mettre dans le bain, dans le personne et tout ça. La deuxième étape, c'est la lecture des verbatims. Donc, ici, on a vraiment l'idée de retranscrire ces faits et tout ça. Mais là, l'idée, c'est parce que vous allez avoir fait votre entrevue, elle va avoir été transcrite. Hein. Mais après ça, vous allez passer à autre chose. Les semaines vont passer peut-être. Puis là, il ne faut pas retourner dans l'analyse de vos résultats sans avoir pris le temps de relire les verbatims et tout. Et ce qui est intéressant avec la relecture des verbatims, c'est que des fois, durant l'entrevue, vous avez posé vos questions et tout ça.
Mais des fois, même en relisant, vous allez comprendre certaines affaires que la personne a voulu vous dire aussi. Là. Donc, ça aussi, c'est intéressant d'avoir cette deuxième relecture-là. Et des fois, quand vous faites cette deuxième relecture-là, vous allez avoir des questions au point où est-ce que vous allez recontacter le participant pour avoir des clarifications aussi. Là. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant de prendre le temps de relire parce que, justement, au niveau des clarifications, ben, ça devient intéressant. Puis, moins il y a de temps qui a passé, parce qu'on s'entend qu'un participant que ça fait 1 an que vous n'avez pas contacté, ça peut devenir compliqué sur le fait de le recontacter, sa disponibilité et tout ça. Donc, bref, il faut vraiment prendre le temps de faire cet aspect-là. Donc, ici, on dit qu'il faut examiner uniquement le sens global des données pour cerner l'agencement du discours des participants. Hein. Donc, voir comment est-ce que déjà là, on commence à penser comment est-ce qu'on pourrait thématiser, mais en arrière-pensée, mais ça permet de voir un peu comment les gens positionnent leur discours et tout, hein, puis d'avoir une meilleure imprégnation d'expérience des participants. Donc, on dit qu'on peut refaire la lecture des verbatims 2 à 3 fois, mais en réalité, ça peut être la quantité de fois que vous jugez pertinent. Là. La troisième étape, c'est le processus de thématisation. Hein. Donc, là, on rentre vraiment dans une grande étape. Vous allez voir, là, c'est là où j'ai le plus d'exemples à vous montrer. Hein. Donc, ici, c'est quoi l'analyse? On va passer par l'analyse thématique. Hein. Donc, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Là. C'est la première étape par laquelle on va passer en termes d'analyse. Là. Donc, c'est quoi l'analyse thématique? On dit que l'analyse thématique va consister à procéder systématiquement au repérage, au regroupement et subsidiairement à l'examen discursif des thèmes abordés dans un corpus, le corpus étant le verbatim. Donc, c'est des gros mots, mais vous allez voir, on va le faire ensemble, ça va bien se passer. Là. Donc, la première étape, ça va être de générer des thèmes précis à partir du discours des participants, puis on va accumuler ces différents thèmes-là qu'on va trouver. Hein. Donc, un thème, c'est quoi? C'est une expression ou une phrase qui fournit des informations sur la teneur des propos et qui permet de cerner ce qui est abordé dans l'extrait. Donc, encore là, on va faire un exemple ensemble. Et tout ça fait du sens dans la mesure où, quand on fait de l'analyse phénoménologique, on va rechercher le sens avant tout. Donc, c'est pour ça qu'on va tenter de thématiser à partir du discours des gens. Les gens vont nous dire quelque chose, puis on va sortir un thème de ce qui a été dit, un thème général, finalement, de ce qui a tenté d'être été expliqué dans le discours de la personne. Donc, pourquoi le sens? Ben, dans le fond, c'est parce que le sens des mots et tout ça, ça amène à l'expérience humaine réelle ou imaginaire à laquelle peut être apporté un énoncé, un mot ou un ensemble de mots, qui en permet la compréhension. Donc, c'est pour ça, tantôt, tu parlais du fait de quelqu'un qui a de la misère à s'exprimer et tout ça. C'est pour ça l'importance de s'intéresser au sens des mots. Parce que c'est vrai pour quelqu'un qui a de la misère à s'exprimer, mais c'est vrai aussi pour quelqu'un qui a une culture qui est différente ou qui a une réalité qui est différente aussi. Là. Donc, là, je vous cite Vygotsky là, par rapport à ça, parce que c'est lui qui est quand même assez pionnier par rapport au langage et la pensée. Là. Il faut accorder de l'importance au sens des mots parce que le sens des mots va être relié au phénomène du langage et de la pensée. Là. Les pensées, je suis capable de les communiquer par le langage, mais la pensée, elle n'est pas unique en soi, puis le langage n'est pas unique en soi. C'est le mélange des deux qui permet d'avoir accès au sens des choses, finalement. Donc, en tout cas, Vygotsky, c'est quand même, il est quand même très intéressant, mais en tout cas, ça vous intéresse la lecture. Et là, ici, je vous parlais d'un exemple de table. Ben, c'est ça qu'on va regarder ensemble, l'exemple de la table. Parce que dans le fond, en termes de sens, les objets, les phénomènes et tout ça peuvent avoir plusieurs sens en tant que tels. Déjà, là, avec mon exemple de table, là, la table peut avoir une vision. On peut avoir une vision qui est objective de la table en tant que telle. Si je vous demande c'est quoi une table en ce moment, il y a des bonnes chances pour que vous me disiez ben, c'est une planche de bois avec 4 pattes, pardon. Déjà là, 4 pattes, ou des fois, c'est une planche de bois avec une espèce de grande patte centrale. Là. Mais bref, on a déjà une idée en tête de ben, c'est quoi une table en tant que telle. Donc, quelqu'un qui vous dirait, qui vous parlerait d'une table, probablement vous sauriez déjà au niveau objectif, c'est quoi, de quoi elle veut vous parler à ce moment-là. C'est quand on s'intéresse à d'autres visions que ça devient un petit peu plus problématique parce qu'on pourrait avoir la table en tant que telle, ça peut être on peut avoir une représentation socialement et culturellement symbolique de cette table-là. Moi, quand je dis viens à table, ben là, tout d'un coup, la table, c'est plus l'objet, c'est un endroit en tant que tel. Donc, dans le sens où moi, quand je te dis viens à table, c'est tout le monde va se réunir pour souper, par exemple. Moi, quand je dis à mes jeunes, ferme ton jeu, viens à table, je n'ai pas besoin de dire pour souper. Il sait que venir à table, c'est pour venir souper. Fait que ça, on a toute cette représentation-là, sociale et culturelle ensemble. Si vous alliez dans d'autres cultures, peut-être que dans d'autres cultures, aller à table, ça ne veut rien dire en tant que tel. Dans le sens où aller à table, mais dans le sens où il n'y a pas la notion de l'endroit et tout ça qui viendrait avec, là, finalement.
Donc, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi la symbolisation personnelle parce qu'on a toute une expérience par rapport à aller à table finalement. Par exemple, moi, si je suis en train de questionner quelqu'un par rapport à son expérience familiale et tout ça, si je parlais à un jeune, si je travaille pour la DPJ puis que je parle à un jeune de son expérience familiale où il a été retiré tout ça, puis qu'il me dit ah, moi, à chaque fois qu'on va à table, on est en train de se pogner et tout ça, hein, ben, c'est sûr que moi, si je n'ai pas conscience du aller à table, c'est pour aller souper, puis c'est au souper qu'ils se pognaient tout le temps, tout le monde ensemble, ben là, déjà là, j'en ai perdu un bout sur le sens qu'il donne à son expérience en tant que tel. Pour moi, ça pourrait ne rien vouloir dire en tant que tel. Donc, c'est pour ça que je dis que pour certains, être à table, ça peut avoir une symbolisation de chicane entre la famille. Ça peut être aussi un moment de partage parce que pour certains, être à table, je vais prendre mon exemple. Nous autres, quand on est en table, c'est soit qu'on est en famille, soit qu'on est en amis. Hein. Mais moi, personnellement, quand j'ai à manger tout seul, je ne suis jamais à table, je suis au comptoir. Fait que déjà là, il y a une expérience différente par rapport à ça. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment s'intéresser au sens des mots parce qu'on vient de voir 3 manières différentes de voir le mot le sens du mot table, finalement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Puis là, je vous parle d'une table, mais on pourrait y aller avec plein d'autres éléments. Hein. Puis, je fais avec des affaires simples, là, mais je peux juste y aller avec. Des fois, on a notre perception culturelle. Par exemple, si je vous parle d'un érable, savez-vous de quoi je parle? On parle d'un arbre, mais il y a quoi cet arbre-là? Dans le sens où souvent, quand je dis. Je pense à quelqu'un qui me disait qu'il s'était acheté une terre et il y avait des érables dessus. Fait qu'il s'était dit, c'est le fun, je vais pouvoir faire du sirop d'érable. Au Canada, on a ça. Finalement, là, c'est dans la culture et tout ça. Fait qu'il y a ça pour finalement se rendre compte que des érables, il y a juste 3 sortes d'érables qui donnent du sucre. Il existe des centaines de types d'érables, mais il y en a juste 3 qui donnent ça. Lui, finalement, les érables qu'il avait ne donnaient pas de sucre. Et c'est pour vous dire à quel point, des fois, on a un mot en tête, mais que finalement, la réalité ou le sens que les autres donnent, ce n'est pas le même à ce moment-là, finalement. Donc, bref, intéressez-vous au sens des mots. Puis, si vous n'êtes pas sûr, assurez-vous que vous avez bien cerné ce que la personne voulait vous dire. Bon, fait que là, je vous donne un exemple ici de thématisation. Ça, c'est un verbatim que j'ai utilisé, que j'avais durant mon doctorat. Donc, je vous lis, puis après, on regarde les 2 thèmes que j'ai ressortis. Donc, là, c'est un père qui me parle. Il me dit, je crois que le travail chez les jeunes, c'est très spécifique à notre milieu. Donc, c'est un agriculteur, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut amener ses enfants dans son milieu de travail et que son enfant va pouvoir observer, comprendre, puis même participer au travail que tu fais. S'il me voit ramasser des légumes dans le champ, il va comprendre ce que je fais. Si un enfant te voit travailler devant un ordinateur, il ne comprendra pas ton travail. Moi, il voit c'est quoi l'ampleur de la tâche. C'est un enfant, mais il peut comprendre bien des choses en me regardant faire et en le faisant après. Je crois que ça leur amène quelque chose de plus. Par contre, je ne vais jamais obliger mes enfants à travailler sur la ferme. Ils vont devoir participer aux tâches familiales, mais le travail agricole, ce n'est pas une obligation. C'est la ferme de papa et de maman. Ce n'est pas à eux de penser au stress de la ferme. S'ils veulent nous aider, par contre, il n'y a pas de problème. En vrai, je dois t'avouer que j'ai peur que mon travail crée du stress chez mes enfants. Fait que moi, quand j'ai commencé à faire la thématisation, dans ce petit extrait-là, ce que j'ai ressorti, c'est 2 thèmes. Il y avait la notion que les enfants pouvaient se développer par l'entremise du travail dès l'enfance. Et eux autres, à titre de part, ça faisait partie des choses qu'ils devaient pouvoir donner à leurs enfants si l'enfant le désirait finalement. Et l'autre thème que j'avais, c'était qu'à titre de père, ils ne devaient pas non plus obliger les enfants à aller travailler sur la ferme, finalement. Donc ça, c'est un tout petit verbatim, je le dis tout de suite, là, mais c'était 2 thèmes que j'avais ressortis à ce niveau-là. Donc là, vous pouvez déjà voir que on pourrait avoir plusieurs, des fois centaines de thèmes en réalité hein, dans plusieurs verbatims. Donc, c'est un travail qui est quand même assez difficile à faire. Puis ça, normalement, on le ferait avec chaque verbatim. Donc, normalement, je commence un verbatim, puis pour chaque élément d'idée, je vais sortir un thème. Puis pour un autre verbatim, je vais recommencer l'expérience. Même s'il y a des thèmes qui se répètent, je vais quand même essayer de repartir de zéro avec un autre verbatim et ainsi de suite. Moi, j'avais 14 participants qui ont participé à mon projet de recherche, fait que j'ai refait l'expérience 14 fois dans mes verbatims finalement. Fait que je vous le dis, là, pour des entrevues de 3 heures, ça a pris des mois et des mois. Fait que c'est quand même assez long. Un coup, on va retrouver les thèmes, donc on va retrouver ces différents thèmes-là. On va tomber à la 2e étape, on va créer des rubriques. Donc, la 2e étape, c'est vraiment l'idée de tracer des parallèles entre les thèmes et construire un arbre thématique du phénomène à l'étude. Puis une rubrique, c'est quoi? C'est quoi? On dit qu'une rubrique, c'est un outil classificatoire qui se situe toujours à un niveau relativement abstrait par rapport au contenu analysé. Donc, je vous montre encore un exemple ici. Hein.
Ce que vous avez devant les yeux, c'est différents thèmes que j'ai sortis dans des verbatim. Donc, on l'avait, donc oui, c'est peut-être un peu petit. Donc, vous allez voir, là, les 2 thèmes qu'on vient de voir, je les ai mis là-dedans. J'en ai rajouté d'autres que j'ai ressortis dans les verbatim. Donc, les thèmes que j'ai, c'est se développer par l'entremise du travail dès l'enfance. L'autre thème, c'est côtoyer la pauvreté. Un autre thème, éviter que l'enfant se sente coincé par le travail agricole. Un autre thème, le danger concernant la proximité de la machinerie. Être exclu de certains loisirs et services, puis ne pas obliger les enfants à travailler finalement. Donc, vous pouvez peut-être déjà voir qu'il y en a qui se ressemblent. Donc, là, ça, c'est les thèmes que j'ai. Avec tous mes verbatims, c'est des thèmes que j'ai ressortis. Et là, ben, je vais tenter de faire des rubriques à partir de ces thèmes-là. Mais pour pouvoir créer des rubriques, ben, je dois associer ce qui va ensemble. Puis des fois, avec les thèmes que j'ai trouvés, je vais en séparer aussi parce que je vais me rendre compte que c'est des thèmes qui doivent être séparés à cause du discours qui est amené. Donc, ici, par exemple, dans les thèmes qu'on vient de voir, j'en ai fusionné 2. J'ai mis éviter que l'enfant se sente coincé par le travail agricole et ne pas obliger les enfants à travailler. Je les ai mis ensemble pour créer le thème éviter que l'enfant se sente coincé par le travail agricole. Et je l'ai mis dans une rubrique que j'ai créée qui va se retrouver aussi avec le thème se développer par l'entremise du travail dès l'enfant. Donc, c'est 2 thèmes que je trouvais qui se liaient bien, mais qui avaient certaines nuances l'un l'autre. Fait que ça reste quand même 2 thèmes qu'on va aborder dans l'analyse qui se retrouvent dans une rubrique particulière. Vous allez voir, j'ai nommé mes rubriques un peu plus loin. 2 autres thèmes que je trouvais qui se ressemblaient, c'était d'être exclu de certains loisirs et services. Puis j'avais aussi un autre thème qui était côtoyer la pauvreté. Moi, je trouvais que ça faisait aussi 2 thèmes qui se ressemblaient, mais qui devaient être séparés parce que ce n'était pas forcément la même chose que les pères abordaient dedans. Mais dans les 2 cas, je trouvais qu'on retrouvait un peu cette notion-là de précarité en tant que telle. Et j'ai un thème que j'ai subdivisé, donc le danger concernant la proximité de la machinerie agricole. Je l'ai subdivisé en 2 thèmes. Vous ne pouvez pas voir forcément pourquoi, là, c'est vraiment dans le discours que les gens disaient. Je trouvais que dans le discours, il y avait une nuance à apporter entre le fait de devoir anticiper les dangers et être stratégique, dans le sens où il y avait toute la notion il y a le danger agricole, puis pour pouvoir pallier à ça, il faut que j'anticipe tout. Il faut que je mette des grilles pour les enfants et tout, pour éviter que les doigts passent à travers certaines machineries. Tu sais. Normalement, par exemple, là, au niveau des fermes, souvent, il y a des très gros ventilateurs avec des très grandes hélices. Ben, on peut essayer de mettre un grillage pour éviter que les doigts passent à travers, parce que si les doigts passent, il n'y a plus de doigts. Il y avait cette notion-là à la minute qu'il y a quelque chose que je vois dangereux, il faut que j'anticipe et il faut que je sois capable de mettre de quoi en place. Puis il y avait toute la notion, par contre, du être stratégique. Il y avait l'aspect moi, quand les enfants sont là, je ne fais pas tel travail. Ou quand il arrive telle chose, je ne fais pas telle chose finalement. Fait que oui, il y avait l'idée d'anticiper, mais il y avait aussi l'idée je suis stratégique dans ce que je fais, là, je ne fais pas n'importe quoi quand ils sont à côté. Fait que je trouvais que ça subdivisait quand même bien. Fait que c'est pour ça que j'ai fait 2 thèmes différents, mais que je les ai mis dans la même rubrique. Donc, vous pouvez voir qu'avec ces thèmes-là, on les a mis ensemble, on a fait des choses, puis bref, ça nous a amené à créer des rubriques. Et les rubriques, je vous les présente ici. Moi, tout ça, ça m'a donné un tableau comme ça ici, avec mes extraits de verbatim d'un côté, mes thèmes qui sont associés au discours des participants, mes sous-rubriques en lien avec ces thèmes-là. Et moi, dans mon cas, c'est ça, j'avais des rubriques, puis j'avais des sous-rubriques à mes rubriques, là, finalement. Mais ça, vous pouvez avoir plusieurs paliers. On pourrait avoir une rubrique, des rubriques, des sous-rubriques et des sous-sous-rubriques. Ça dépend vraiment de votre projet, vos objectifs et tout ça. Moi, je me suis rendu aux sous-rubriques. Donc, juste pour vous nommer un exemple, par exemple, la rubrique que je vous présente là, c'est la rubrique La manière d'élever un enfant qui sont propres au milieu agricole. Donc, ça, c'est une des rubriques que j'avais. Dans cette sous-rubrique-là, j'ai, par exemple, la dangerosité du milieu agricole, donc qui est la dernière en bas. Et dans celle-là, ici, j'avais devoir anticiper le danger. Donc, après ça, vous pouvez voir les verbatims qui sont en lien avec ça. Donc, je vais vous en lire un. J'ai le participant 5 ici qui me dit pour moi, la machinerie, c'est un peu une phobie. Les tracteurs, ça ne pardonne pas. Les enfants, c'est vite. Puis, ils n'ont pas la conscience du danger. Il n'est pas obligé de mourir, mais commencer une vie avec 3 doigts en moins, c'est pas super pour un enfant. Puis même s'il y a des gardes de sécurité sur la machinerie, tu te rends vite compte que des doigts d'enfant, ça passe pareil. Parce que dans le fond, ce qu'il m'expliquait, c'est que oui, il y a des gardes et tout ça, mais c'est pas forcément pensé aux enfants. Là. Les compagnies, quand ils font des gardes, c'est souvent pour les adultes parce que les enfants ne sont pas censés être là finalement. Bref, pour quelqu'un qui a envie de s'intéresser à analyser pourquoi est-ce que j'ai mis tout ça, on voit ce que j'ai fait comme relation entre le discours de la personne, ce que ça m'a amené comme thème, ce que ça m'a amené comme sous-rubrique, puis ma rubrique là, par la suite. Parce que vous pouvez voir que dans mes sous-rubriques, j'ai le travail agricole chez les jeunes,
vivre avec certaines privations, la dangerosité du milieu agricole. Donc, bref, c'est comme ça qu'on finit par monter notre analyse, là, finalement. Mais encore une fois, vous pouvez comprendre que ça, c'est juste une petite partie de mes verbatims. Si on fait ça pour tout le discours des agriculteurs, ça devient un projet assez difficile. Et d'autant que moi, dans mon cas, ben, il y avait moi qui le faisais, puis il y avait mon directeur qui le faisait aussi de son côté pour après ça essayer de mettre ça tout ensemble. Fait que ça devient un gros travail, là, pas l'analyse de ce type-là. Oui. Il y avait une question, désolé, ça fait un bout. Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que les participants ont un regard sur les données traitées et ce qui est conservé pour les publications? Pas forcément pour les publications. Normalement, ce qui peut être une stratégie à utiliser, effectivement, ça peut être ça. Moi, par exemple, quand j'ai fini mon analyse, je suis allé voir 2 participants. Je ne les ai pas tous recontactés. Je suis allé voir 2 participants qui ont accepté de commenter ce que j'avais ressorti comme analyse. Et eux m'ont dit ce qu'ils percevaient finalement de mon analyse, comment est-ce que les autres se positionnaient par rapport à ça. Ça m'a permis de corriger le tir sur certaines choses, mais il y a d'autres affaires aussi. Parce que c'est ça aussi l'autre chose. C'est que c'est intéressant, mais d'un autre côté, moi, si je me prendrais comme exemple, là, par exemple, si je parle de mon vécu, puis que quelqu'un vient me voir en me disant, ben là, il y a telle chose puis telle chose qui ne marche pas, moi, je l'ai analysé comme ça, puis que ça ne me met pas en mauvaise posture, mais que je suis comme inconfortable avec ça, ben ça se peut que je tire la couverte de mon bord en disant, non, non, mais c'est pas ci, c'est pas ça finalement, ou en tout cas que j'essaye de démontrer une belle image de moi-même. L'idée, ce n'est pas de nous donner une mauvaise image de nos participants, loin de là. C'est juste que, ben, comme chercheur, c'est quand même nous qui a le dernier mot sur notre analyse aussi, veut pas. T'sais. Nous, on ramène le vécu, hein, mais après ça, on a quand même, comme à titre de chercheur, une expertise, puis on a quand même une vision au-dessus, finalement, qui nous permet des fois de dire, ben ça, puis ça se contredit, ou ça, puis ça, il y a comme un petit problème. Un exemple que je peux donner, moi, dans mon doctorat, je m'intéressais à la masculinité, là, voir un peu quelle influence ça avait sur leur rôle de père en tant que tel. Ça m'a amené aussi à m'intéresser à la masculinité, c'était quoi l'impact que ça avait sur leur rôle au travail, là, finalement. Pour me rendre compte que, ben, puis c'est correct là, dans le sens où le concept de masculinité se veut de même aussi, là, mais les pères que je rencontrais avaient 2 types de masculinité. Un type de masculinité quand ils allaient dans leur milieu de travail, puis un type de masculinité différent quand il était en famille, là, finalement. Quand il était au travail, c'était plus traditionnel comme valeur. On était plus sur la compétition, le stoïcisme, le fait de ne pas parler de ses émotions et tout ça. Quand il arrivait dans le milieu, puis il y avait aussi la notion du j'ai pas le droit à l'erreur ni rien. Quand il arrivait en milieu de famille, c'était le contraire. C'était ben, il n'y a pas de compétition, il faut que je sois capable de parler de mes émotions à mes enfants, puis qu'ils verbalisent aux autres aussi. Puis je ne suis pas responsable de leurs, dans le sens où oui, leurs enfants vont faire des erreurs, mais ils ne se donnent pas la responsabilité des erreurs de leurs enfants. Ils se disent ben, oui, j'élève mon enfant, mais ma conjointe a un impact sur son éducation, l'école a un impact sur son éducation. C'est pas comme si ils se donnaient droit à l'erreur finalement. Fait que c'est sûr que moi, quand j'ai apporté ça à certains, ils me disaient, ben, pas qu'ils me disaient, mais il y en a qui montraient certains doutes par rapport à ça, ou en tout cas, ils ne voyaient pas forcément ça de la même manière et tout ça. Mais moi, à titre de chercheur, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est moi qui ai la tête au-dessus et qui est capable de dire oui, mais tu sais, c'est vrai que ça ne se confronte pas en tant que tel, mais là, quand tu vis des conflits travail-famille, il me semble que tu m'as montré telle situation, puis ça semblait créer du stress. Fait que, tu sais, des fois, il y a comme ce discours-là à avoir, puis on se repositionne. Mais ça, oui, c'est important quand même d'aller voir le discours des gens parce que ça permet quand même, après ça, de se demander, ben moi, mon analyse, elle est-tu correcte aussi? Fait que des fois, ça peut te permettre de te repositionner. Mais c'est ça, il faut avoir ce droit de regard-là aussi en tant que chercheur. Oui. Est-ce qu'on applique aussi un peu les théories? Puis, parce que peut-être qu'eux, dans leur mot, ils ne le disent pas de cette façon-là, mais nous, en fonction de la théorie qu'on voit dans la littérature, puis tout ça, ben, c'est comme ça qu'on va l'adresser. Fait que ça apporte comme peut-être plus. Oui, ben c'est ça. C'est souvent là où est-ce que ça va commencer à peut-être un petit peu plus clasher parce qu'on amène certains éléments théoriques qui sont des fois moins compris, ou en tout cas, mais oui, tu as raison. Ouais, ben, c'est pas ça que tu dis, eux. Là, non, c'est ça, exact. Que... C'est ça, exact. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que en transparence, tu sais, quand tu présentes un article scientifique ou que tu présentes une thèse ou un mémoire, moi, dans mes résultats, tu sais, ce que vous avez ici comme verbatim, ça se retrouve dans ma thèse. Fait que c'est sûr que moi, mon but, quand on essaye de faire quelque chose qui est éthique et qui a une certaine crédibilité en termes de recherche, c'est aussi de démontrer ben, pourquoi moi j'ai fait ça comme analyse. Qu'est-ce qui m'a amené à créer ces liens-là ensemble pour que le lecteur puisse être à même de dire ben,
oui, ça marche, ou de dire, ah ben, il me semble que je ne vois pas ça de la même manière et tout ça. Puis ça serait normal aussi parce que c'est sûr que quand on fait de la recherche qualitative, vous allez adopter un cadre théorique aussi. Moi, par exemple, le cadre théorique que j'ai utilisé pour la masculinité, c'est le cadre théorique sur c'est la masculinité inclusive. C'est une manière d'analyser la masculinité qui est très en lien avec la société va influencer les valeurs masculines et tout ça. Mais on s'entend qu'il y a d'autres chercheurs qui pourraient aller vers des masculinités plus une vision du genre plus binaire, qu'il y a masculin, il y a féminin, puis c'est tout finalement. Hein. Puis on n'arriverait pas aux mêmes conclusions ensemble, là, finalement. Mais le lecteur va être à même de voir, ben, OK, dans tel cadre théorique, avec tel cadre théorique, ça a donné telle analyse et tout ça. L'idée, c'est vraiment de permettre au lecteur de bien comprendre qu'est-ce qui nous a amené où, puis pourquoi est-ce que ça nous a amené à ces résultats-là, pour après ça se dire, ben, ça fait du sens avec cette perception-là du monde, avec ce cadre théorique-là, finalement, qui est derrière, ou ça n'en fait pas selon le paradigme que j'utilise et tout, là, finalement. L'idée, c'est juste pas de rejeter en bloc, là, par contre, là. Mais on comprend pourquoi il peut exister des divergences, mais ça permet d'amener des nouvelles connaissances malgré tout. Bon, je ne sais pas si ça répondait. OK. Ouais, fait que bref, fait que c'est ça. Fait que, oui, quand vous allez présenter vos résultats, normalement, ben, vous allez présenter les thèmes que vous avez trouvés, puis ça va être accompagné de verbatim pour que les gens comprennent bien ben, pourquoi c'est ça. Puis l'idée, c'est aussi de varier vos verbatims. Moi, je mettais plus qu'un verbatim pour que les gens voient que ben, c'était soit des thèmes récurrents ou même quand c'est des thèmes qui sont divergents, parce que des fois, les gens vont dire quelque chose puis un autre va être à l'opposé. Ben, c'est de le présenter aussi. Pas juste présenter les choses qui convergent ensemble, il faut présenter les choses qui vont à l'opposé aussi. Là. Par exemple, moi, dans mon cas, je m'intéressais à c'est quoi être un homme, mais je m'intéressais aussi, à cause de mon cadre théorique, à c'était quoi leur perception de l'homosexualité. Hein. Parce que selon ce cadre théorique-là, si on allait vers si on acceptait l'homosexualité, c'est qu'on allait vers des masculinités qui étaient plus inclusives, hein, alors que si on n'acceptait pas l'homosexualité, on allait plus vers des masculinités traditionnelles en tant que telles. Fait que je leur posais la question pour essayer de voir où est-ce qu'ils se positionnaient. Hein. Puis, tu sais, j'en ai pour qui ils me disaient ben, qu'ils étaient très ouverts avec ça, puis j'en ai pour qui c'était ben, je ne veux pas en parler. Fait que c'est d'expliquer pourquoi est-ce que cette divergence-là, finalement, puis de ne pas cacher un ou l'autre parce qu'on veut faire bien paraître ou mal paraître une communauté. Ça, on oublie ça. C'est pas très éthique, en tout cas. Donc, c'est ça. Puis là, ben, là, je vous présente ça, mais on peut l'amener encore plus large pour vos objectifs de recherche parce que là, on se retrouve avec ces rubriques-là, puis on peut se poser la question, ben, OK, mais là, comment est-ce que je rattache ça à mon cadre théorique, finalement, pour arriver à mes objectifs de recherche? Et c'est là que, ben, finalement, vous continuez à grossir cet arbre-là, finalement. Là, j'ai enlevé les verbatims parce que sinon, ça serait très gros, là, finalement. Mais vous pouvez voir qu'on a encore les thèmes. Donc, c'est développé par l'entremise du travail dès l'enfance, pas coincer l'enfant dans l'entreprise agricole. J'ai d'autres thèmes après. Ben, tout ça va avec le travail agricole chez les jeunes. Hein. Vivre avec certaines privations, donc côtoyer la pauvreté et exclure certains loisirs et services. Au thème de la dangerosité du milieu agricole, donc devoir anticiper les dangers, être stratégique. Tout ça, je l'ai mis dans la sous-rubrique qui est la dangerosité du milieu agricole. Je les tourne, pardon. Tous ces rubriques-là, je les ai mis dans la rubrique principale manière d'élever un enfant qui sont propres au milieu agricole. Mais en réalité, là, moi, des rubriques, j'en avais encore plein. Là, j'ai les congés parentaux, mais j'ai aussi tout ce qui est en lien avec les services, ben pas les services, là, mais les lois en lien avec les congés parentaux là, qu'on pourrait retrouver, mais les services comme la garderie, l'école, j'ai plein d'autres rubriques qui sont venues s'ajouter à ça, à laquelle vous pouvez mettre des sous-rubriques, des thèmes. Hein. Et ces sous-rubriques-là, finalement, c'est là où est-ce qu'on va commencer à les rattacher à notre cadre théorique. Moi, dans mon cas, quand je m'intéressais à la paternité, je m'intéressais à la paternité sous un construit social en tant que tel. Donc, le cadre théorique que j'ai utilisé percevait que la paternité, c'était influencé par les caractéristiques personnelles du père. Donc, je suis allé poser des questions et j'ai fait tout cet exercice-là pour les caractéristiques du père. Hein. Et, notamment, dans les caractéristiques du père, il y avait la notion de genre aussi. Hein. Fait que tout ce qui est masculinité et tout. Hein. Donc, il y a ça qui influence les rôles paternels. Il y a le contexte familial qui influence les rôles paternels. Donc, j'ai fait le même exercice pour ça. Et il y a l'environnement social. Donc là, on vient se rattacher à l'environnement social. Hein. Et tout ça, finalement, va m'amener à pouvoir analyser avec mon cadre théorique l'expérience d'engagement paternel chez les agriculteurs. Donc, on est vraiment parti du discours. On a avancé tranquillement avec les thèmes, les sous-rubriques, les rubriques, les axes pour arriver à nos objectifs de recherche. Donc, on monte tranquillement comme ça.
Là, c'est sûr, je vous présente ça d'une manière finie, puis ça a l'air super simple, là, mais c'est à s'en tirer les cheveux quand on commence, là, je vous le dis tout de suite. Là. Fait qu'il y a vraiment c'est ça, il y a un travail de moine à faire à travers tout ça. Et c'est vraiment intéressant d'être accompagné, de ne pas faire ça tout seul, mais avec d'autres personnes aussi, là, parce que ça permet de diversifier son analyse et tout. Hein. Donc, ça vaut la peine d'être fait à plusieurs aussi, là, du moins. Hein. Donc, ça, on a fait l'étape de thématisation. Hein. On est arrivé avec le cadre théorique. Ensuite, on est à la 4e étape, donc examiner, explorer, expliciter les unités de signification. Hein. Donc, ici, ça va être vraiment l'idée de faire ressortir la valeur de chaque unité de sens des gens selon la perspective adoptée à l'étude. Puis quand je dis perspective adoptée à l'étude, c'est que votre champ d'étude va probablement changer cette perspective-là. Tantôt, on parlait du cadre théorique, mais c'est vrai aussi, si vous avez une formation en psychologie, vous allez arriver avec des termes puis une perception du monde qui est propre à la psychologie. Là. Moi, je suis du monde du travail social de formation, mais j'arrive avec des notions plus en lien avec le travail social et des cadres théoriques sont souvent plus associés au travail social. Tantôt, je vous parlais de mon engagement paternel. Moi, je l'ai vraiment analysé d'une manière écologique en tant que tel. Donc, puis c'est propre, c'est pas propre, mais la profession du travail social se rattache beaucoup à des théories en lien avec la théorie des systèmes, la théorie écosystémique et tout ça. Donc, forcément, quand j'arrive avec cette vision-là du monde, il faut quand même se dire, à titre de lecteur, que le chercheur a ce paradigme-là en tête, là, finalement. Donc, un exemple que je peux vous présenter ici, là, ça, c'est encore un verbatim d'un des agriculteurs qui me dit « Un tracteur, c'est gros et c'est impressionnant. C'est quelque chose qui attire les enfants. Donc, dans notre façon d'élever et d'éduquer nos enfants, il faut toujours penser au danger. Il faut anticiper au maximum et leur expliquer le danger. C'est quelque chose qui nous stresse beaucoup. » Donc, c'est sûr que moi, dans ma perspective à moi, comment je vais l'amener dans ma thèse, c'était plus comme ça. L'agriculteur mentionne le stress qu'engendre pour lui la cohabitation de la machinerie agricole avec le milieu familial. Cette situation est perçue comme une menace à l'une des ressources de l'agriculteur, soit le rôle paternel de protecteur. En ce sens, l'une de ses stratégies pour prévenir la perte de cette ressource est de sensibiliser les enfants aux dangers que représente la machinerie et anticiper les situations dangereuses. Vous pouvez voir qu'en termes de discours, on a quand même changé, dans le sens où là, on est plus allé sur des concepts, des théories et tout ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on va tenter de faire quand on va arriver quand on arrive à l'écriture de l'analyse des résultats. On a nos thèmes et tout ça, mais il faut quand même le rendre dans un langage scientifique. Donc, c'est comme ça qu'on va le faire et on va l'appuyer avec des verbatims comme celui-là que vous avez en bleu, là, finalement. Donc, c'est un peu ça la stratégie qu'on va utiliser à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous aviez des questions. C'est bon. Je passe tout de suite à l'autre thème d'après, qui est la synthèse des résultats. Hein. Donc, ici, encore un peu le même principe, là, parce que là, normalement, vous devriez le faire, pardon, je retourne en l'air, cet exercice-là, vous devriez le faire pour chacun de vos verbatims aussi. Donc, essayez pour chaque verbatim, là, normalement, je vous ai présenté le tableau avec les verbatims, et normalement, vous auriez à côté de vos verbatims une case avec ce genre de phrase-là pour essayer de rendre plus scientifique chaque unité de sens des participants, là, finalement. Hein. Et ensuite de ça, là, on arrive finalement à votre écriture en tant que telle. Donc, on dit que la phénoménologie nécessite la comparaison, je recommence. La phénoménologie nécessite la comparaison qualitative de divers cas individuels, réels ou imagés, dans lesquels le chercheur tend à induire des convergences et des divergences pour enfin avoir accès à une relative généralité, universalité, typicité ou idiosyncrasie. Donc, tantôt, je vous disais, on a fait ça pour chaque verbatim. Là, on ramène tout ensemble. On commence l'écriture, puis là, dans l'écriture, il faut créer un tout qui se lit et qui est comprenable pour tout le monde, finalement. Donc là, je vous ai mis un autre exemple. Donc là, ça faisait partie de ma thèse. L'exemple ici, la machinerie et les bâtiments agricoles sont mentionnés par plusieurs agriculteurs comme étant une source de stress. Donc là, ici, j'ai mis le nombre de participants que ça concernait, donc le participant 1, 2 et 5, voire même une phobie, participant 5, vis-à-vis des enjeux de sécurité de leurs enfants. Ainsi, le rôle de protecteur prend une grande importance au sein de l'engagement paternel de plusieurs pères agriculteurs. En effet, puis là, on revient à un verbatim, dans notre façon d'élever et d'éduquer nos enfants, il faut toujours penser au danger. Il faut anticiper au maximum et leur expliquer le danger. Donc là, on vient à moi. Ce contexte est d'ailleurs perçu comme particulier à l'environnement social des agriculteurs. Donc, on revient à un verbatim. Je pense que les sources de danger sont vraiment plus grandes pour un enfant qui vit sur une ferme. Ils vivent quand même sur le terrain de la ferme, qui est une industrie avec de grosses machineries. Là. Donc, on arrive à quelque chose qui
qui fait du sens, puis pour le lecteur qui est comprenable aussi, dans le fond. Hein. Donc, on arrive à un discours, puis comme je vous dis, là ça semble très uniforme comme discours, dans le sens où tout le monde va ensemble dans la même posture, la même idée, hein. Mais c'est bien aussi de présenter les divergences. Ben, il faut le faire, dans le fond, présenter les divergences. Donc, de dire ça concerne combien de personnes, ces divergences-là, qu'est-ce que certains pensent, qu'est-ce que d'autres pensent, puis pourquoi est-ce qu'ils pensent de même selon eux, finalement. Donc, c'est cette forme-là que votre texte peut finir par prendre à ce moment-là. Par contre, là, vous l'aurez compris, quand vous discutez avec quelqu'un, je parlais que vos questions doivent aller vers les objectifs de recherche. On s'entend que moi, mes 3 heures de discussion avec les personnes à qui je parlais, c'est pas tout qui est important, dans le sens où ça arrivait que ça divaguait puis ça allait vers autre chose. Puis là, ben, je finissais par recentrer un moment donné ou on finissait par passer sur une autre question. Fait que ça arrive qu'il y a des choses qui sont pas importantes à notre projet de recherche, puis c'est pas pour autant qu'il faut les utiliser ou les placer quelque part. Là. Ça arrive qu'il faut comme jeter des choses. Par contre, on peut venir à se demander, ben OK, mais qu'est-ce que je jette puis qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui a du sens puis qu'est-ce qui n'a pas de sens? Parce que, tantôt, je vous l'ai dit, il peut quand même avoir des termes qui sont émergents aussi. Fait qu'il ne faut pas comme tout jeter d'emblée ce qui n'a pas de sens. Il faut quand même essayer de comprendre ce que la personne a tenté de nous dire pour après ça dire, ça fait-tu du sens, ça en fait-tu pas, je jette ou je jette pas. Donc, il y a vraiment l'idée de tenir compte des objectifs, tenir compte de la logique propre du témoignage aussi. Hein. Puis je vous ai comme mis un exemple que j'ai créé de toute pièce là, en tant que tel. Il faut que vous imaginiez comme si je tentais de faire un projet de recherche auprès de travailleurs sociaux là, dans leur profession. Hein. Donc, ça, c'est un verbatim que j'ai là, qu'une personne aurait pu me dire. C'est plutôt drôle parce que ma collègue au centre jeunesse a commencé à faire son bac en sciences infirmières et elle a arrêté à mi-parcours pour faire un bac en travail social. Je ne sais pas vraiment pourquoi elle a fait ça, mais je trouve que c'est drôle parce que ma mère a eu exactement le même parcours à l'université il y a 20 ans. C'est peut-être pour ça que je m'entends si bien avec elle. Elle me fait un peu penser à ma mère. Pas juste pour ça, c'est un touche-poids. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que je garde, est-ce que je ne garde pas en fonction de ses objectifs? Là, l'exemple que je vous ai montré, c'est que si vos objectifs sont en lien avec les relations personnelles avec les collègues de travail, hein, ben, c'est quelque chose qui fait du sens à garder parce qu'on est vraiment sur l'idée de ben, c'est ma relation personnelle avec elle, elle me fait penser à quelqu'un, son expérience personnelle et tout ça. Par contre, si vos objectifs vont sur la relation professionnelle entre les collègues de travail, probablement vous pourriez l'éliminer parce que on n'est pas dans les relations professionnelles à ce niveau-là. On est sur une relation personnelle, mais on n'est pas sur les techniques ou en travail social ou comment travailler avec une collègue et tout ça. On est vraiment plus sur la relation personnelle, là, finalement. Donc, c'est vraiment en fonction de vos objectifs que vous allez en venir à vous dire, ben ça, c'est pas important, ça, c'est important, puis bref, faire un choix à travers tout ça. Donc, ça vous amène à avoir fait une analyse. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou... Fait que, je voulais quand même revenir sur certains critères de scientificité, hein, parce que dans le fond, vous allez voir, là, je me calque sur les critères de scientificité en recherche qualitative parce qu'ils s'y prêtent aussi. Hein. Mais encore là, je vous parle de mes critères à moi dans le sens où, ben, ce n'est pas mes critères à moi, là, mais c'est des critères en recherche qualitative qui sont très axés sur une perception constructiviste de la recherche. Parce qu'encore une fois, selon le paradigme que vous utilisez, ce ne sera pas forcément les mêmes critères de scientificité. Si vous allez vers une vision plus post-positiviste de la recherche, probablement que vous allez aller vers d'autres critères de scientificité qui sont présentés par des auteurs. Là, ça ne sort pas de nulle part, là, on ne sort pas ça de son chapeau. Hein. Mais c'est ça. Moi, ceux que je vous présente, c'est ceux de Lincoln et Guba. Hein. Lincoln et Guba. Donc, dans le fond, qui sont des références en termes de recherche qualitative, en termes de vision constructiviste. Donc, en termes de critères de scientificité, ce qu'on va tenter d'aller chercher, c'est la notion de transférabilité, de crédibilité, de fiabilité, de confirmabilité. Hein. Donc, on va les passer ensemble, les 4. Je vais essayer de vous donner des stratégies ou du moins comment est-ce que ça peut se mettre en branle. Et quand on parle de transférabilité, c'est un peu en lien avec l'opposé de la généralité. Hein. Souvent, quand on fait de la recherche plus quantitative, on va tenter d'essayer de vouloir généraliser nos résultats à des populations plus grandes. En recherche qualitative, c'est pas ça qu'on va tenter d'aller viser. On va tenter la transférabilité. L'idée, c'est de voir à quel point est-ce que les gens que j'ai étudiés dans leur vécu, dans la réalité dans laquelle ils sont, dans la région physique dans laquelle ils sont et ils vivent, comment est-ce que les résultats que j'ai eus sont transférables à une autre région à ce moment-là. Par exemple, moi, les agriculteurs qui m'intéressaient, c'était les agriculteurs en Abitibi. Là. Donc, on s'entend, on est dans une région éloignée où est-ce qu'il y a peu de services en termes de santé, en termes de rôles parentaux et tout ça. Donc, c'est sûr qu'ils ont une réalité qui est particulière. Ben, moi, en termes de transférabilité, c'est sûr que je ne vous dirai jamais que cette réalité-là est vécue par les agriculteurs qui habitent à Saint-Hyacinthe, par exemple, parce qu'on n'est pas dans le même contexte. Par contre, peut-être que ça est transférable à ceux qui vivent en Côte-Nord, parce qu'on a des réalités qui sont très similaires, l'éloignement, les services et tout ça. Donc, c'est plus cette notion-là de transférabilité qu'on va tenter d'aller chercher puis de démontrer. Hein.
Donc, je vous ai mis une petite définition de Pires ici qui dit que finalement, c'est un critère qui permet de retenir dans un esprit critique une série de clés susceptibles d'aider à la compréhension de cas similaires sans pour autant généraliser le cas dans son entièreté. Donc, l'idée, c'est que moi, j'ai fait un projet de recherche. Un intervenant qui veut qui aurait des pairs, mettons, agriculteurs avec qui il veut intervenir en Côte-Nord, lui, en lisant mon projet de recherche, ce qu'il va tenter d'essayer de voir, c'est est-ce que les résultats qu'il y a là sont transférables à mes pairs agriculteurs avec qui j'interviens? Est-ce que je peux faire tel type d'intervention? Bref, c'est ça qu'on va tenter d'aller chercher. Donc, des stratégies pour aller vers ça, il y a la notion de note réflexive. Des fois, vous allez voir ça, là, des journaux de bord qui peuvent être utilisés. Donc, ça permet de porter un jugement quant à l'application des résultats à d'autres contextes. Donc, souvent, c'est le chercheur qui va avoir ça. Puis, dans le journal de bord, il va mettre des éléments de sa pensée à lui avec la réalité des agriculteurs. Souvent, c'est des pensées que lui a par rapport à son analyse. Des fois, ça peut être par rapport à un contexte, un vécu ou quelque chose de même, sa perception et tout. Donc, ça peut être ce journal de bord-là qu'on peut rendre accessible aux gens, finalement, pour qu'ils voient un peu notre manière de penser par rapport aux différentes réalités qui sont vécues dans ce milieu-là. Donc, vous auriez ça qui pourrait être mis à disponibilité. C'est sûr que quand vous lisez un article scientifique, c'est très rare que c'est présent. Et sinon, normalement, ce qu'on tente de faire, c'est une description détaillée du milieu dans lequel on est. Moi, dans ma thèse, j'ai vraiment un chapitre qui concerne finalement c'est quoi la région dans laquelle j'ai fait mon projet de recherche, donc c'est quoi la région éloignée, c'est quoi les services qui sont présents. Mais pas juste ça, j'ai aussi parlé c'était quoi le RQAP, par exemple, au Québec. Parce qu'on s'entend que si c'est quelqu'un en France qui lit mon projet de recherche, parce que moi, je vise l'international quand j'écris, lui, il ne sait pas c'est quoi le RQAP. Puis les congés parentaux, il ne sait pas forcément ce que c'est non plus. Au Québec, on a une particularité qui est que le conjoint a droit à 5 semaines de congé pour s'occuper de l'enfant avec sa conjointe. Mais après ça, il y a quand même un 6 mois que, dans le fond, lui ou sa conjointe peut prendre pour s'occuper des enfants. Donc, ça, c'est pas vrai que c'est comme ça partout dans le monde, mais c'est une réalité au Québec qu'on a. Donc, c'est sûr que moi, j'en ai discuté dans ma thèse, pour que les gens puissent comprendre que, oui, les gens ont quand même le droit, ont quand même accès à ça à titre de père, finalement. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut pouvoir présenter pour que les gens, après ça, puissent se dire, OK, est-ce que c'est transférable ou non? Donc, ça, c'est pour ce qui est de ce critère-là. Finalement, vous pourriez trouver ça à l'intérieur. Et c'est sûr qu'il y a toute la notion aussi, quand vous faites une description détaillée c'est quoi le devis de recherche que j'ai utilisé, c'est quoi les outils que j'ai utilisés. Moi, j'ai mis aussi à disposition dans ma thèse en annexe mon guide d'entrevue. Donc, les gens ont accès aux questions que j'ai posées à mes agriculteurs. Donc, ça aussi, ça fait partie des éléments qui doivent être accessibles normalement. Mais ça encore, c'est facile à dire pour une thèse ou un mémoire. Un article scientifique, on est limité par le nombre de mots, c'est pas possible de le trouver de manière générale. Donc, ça, c'est un enjeu aussi de publication. Donc, ça, c'est pour la transférabilité. Vous avez la notion de crédibilité. Donc, si c'est un critère qui permet d'évaluer la réalité interprétée par le chercheur en lien avec la description du phénomène provenant des participants. Puis là, je vous dis tout de suite, les stratégies que je vous présente, des fois, il touche juste un de ces critères-là, mais des fois, une stratégie peut toucher à plusieurs de ces critères-là. Donc, étonnez-vous pas si vous en voyez passer dans d'autres critères, c'est que souvent, ils sont interreliés aussi. Mais notamment en parlant de crédibilité, il y a toute la notion de l'engagement prolongé sur le terrain. Donc, tantôt, je vous disais, moi, quand je fais mon projet de recherche, j'étais déjà présent sur le terrain, donc j'avais déjà des contacts et tout ça. Donc, c'est sûr que ça rajoute de la crédibilité parce que ça permet de faire en sorte. On comprend que le chercheur, finalement, ce qu'il a trouvé ou ce qu'il trouve dans le discours, il ne sort pas ça d'une boule de cristal et tout ça. Il sait déjà comment ça se passe sur le terrain, finalement. Il y a déjà une expertise par rapport précise à ce milieu-là, finalement. Donc, il est plus à même de pouvoir sortir des éléments qui sont en lien avec le vécu des personnes, de mieux comprendre, finalement, ce vécu-là également. Ça revient un peu à l'observation soutenue que je vous ai mis à côté. Les auteurs le séparent parfois. Moi, je le mets souvent ensemble parce qu'on parle d'une observation soutenue. Moi, je ne l'ai pas utilisé, cette observation-là, mais par exemple, si vous faites un projet de recherche auprès d'infirmières, par exemple, ça peut valoir la peine, si vous avez la chance, d'aller dans l'unité, voir comment est-ce qu'ils travaillent dans l'unité. Donc, essayer de comprendre les actions qu'ils sont à ce moment-là, de voir un peu, je pense, au niveau hiérarchique, c'est quoi les hiérarchies qui existent entre les différents postes infirmiers et tout ça. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Donc, l'observation, ça peut être intéressant. Ça ajoute de la crédibilité aussi à, OK, tu t'es fait dire ça par telle personne, mais est-ce que tu es capable de comprendre pourquoi elle te dit ça finalement? Puis de voir sur le terrain, ça aide souvent à notre compréhension de la chose par la suite.
Il y a la recherche d'explications divergentes. Donc, quand on arrive à l'analyse, on arrive à des résultats. Tu sais, on analyse, on fait des thèmes et tout ça, mais ça peut valoir la peine de se créer dans notre analyse une autre explication à pourquoi quelque chose aurait pu arriver finalement. Ça nous permet de confronter ça puis de se conforter dans la première était bonne ou finalement la deuxième est meilleure et tout ça. Donc, de ne pas sortir avec juste une impression, d'essayer de donner plusieurs raisons à pourquoi est-ce que quelque chose, pourquoi telle action a été mise ou ce que la personne essaye de me dire, y a-t-il deux explications à pourquoi est-ce qu'elle essaye de me dire ça finalement? Donc, ça peut valoir la peine. Puis, il y a toute la notion de triangulation. Hein. Donc, la triangulation, ça permet de comparer plusieurs méthodes de données pour tirer des conclusions. On va regarder ensemble c'est quoi la triangulation parce que vous allez forcément en entendre parler. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. Hein. La notion de triangulation, c'est ça. C'est vraiment l'idée de, pour un phénomène, on va avoir deux manières d'observer ce phénomène-là pour voir si on arrive à des conclusions qui sont parfois similaires ou qui sont parfois divergentes, mais est-ce qu'au final, en termes de résultats, on arrive à la même chose? Puis je vous dis ça parce que des fois, la triangulation, c'est un peu mal interprété. Hein. Des fois, on a l'impression que, par exemple, la triangulation méthodologique, c'est de recourir à plusieurs techniques de recueil de données pour réduire les faiblesses de biais inhérents à chacune d'entre elles. Des fois, on le voit en recherche mixte. Hein. Il y a des projets de recherche, des fois, qui utilisent la méthode quantitative et la méthode qualitative pour aller chercher, qui utilisent des questionnaires puis des entrevues pour voir s'ils arrivent à la même chose. Mais la triangulation, dans ce cas-là, l'idée, ce n'est pas d'arriver à la même chose, c'est de voir si on arrive à des résultats qui sont similaires ou qui nous permettent d'augmenter notre compréhension du phénomène en tant que tel. Puis, pour vous imaginer un peu ça, là, moi, ce qu'on me donnait comme exemple, c'était l'idée de, par exemple, on part en forêt, on a un chalet de louer, puis il est quelque part en forêt, il faut réussir à le trouver. Puis, on finit par se perdre dans tout ça. Fait qu'on décide de se séparer. Hein. On sépare chacun de notre côté. Hein. Puis finalement, pour reprendre la shape d'un triangle, sur le top de notre triangle, on aurait le chalet. Puis à chaque extrémité, on aurait je suis désolé, je vais vous prendre un exemple, là, mais je vous aurais à chaque extrémité. Hein. Puis là, on est capable de se parler, là, on a des walkie-talkies et tout ça. Hein. Puis là, chacune d'entre vous, vous dites, j'ai trouvé le chalet, j'ai trouvé le chalet. Hein. Mais là, on s'entend que vous n'avez pas la même vision du chalet en tant que tel, dans le sens où une a un côté du chalet et l'autre a l'autre côté du chalet. Est-ce qu'on parle du même chalet au final? On ne le sait pas. Fait que là, d'un côté, quelqu'un va vous dire ce qu'elle voit comme caractéristique de son côté du chalet, l'autre, la même chose. Il y a des choses qui vont être similaires parce que sur le devant, vous avez des choses, vous voyez certaines choses similaires. Sur les côtés, il va y avoir des choses qui vont être différentes et tout ça. Hein. Mais on est quand même en train de parler du même chalet finalement. Donc, c'est pour ça que je vous dis que d'utiliser deux méthodes, ce n'est pas forcément pour vous amener à voir exactement la même chose, puis se dire que si vous ne voyez pas la même chose, ce n'est pas bon. Hein. C'est de voir est-ce que vous arrivez à des choses similaires, puis est-ce que ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension du phénomène ou est-ce que ça vous apporte des nouvelles choses sur le phénomène qui vous permet de mieux le comprendre à ce moment-là. Donc, c'est vraiment de même qu'il faut essayer de voir la triangulation. Hein. Donc, là, c'est ça. Pour la triangulation méthodologique, là, quand je vous disais utiliser l'entrevue et l'observation, hein, c'est deux méthodes que vous pourriez utiliser pour voir est-ce que vous arrivez à des résultats similaires, est-ce que ça vous permet d'augmenter votre compréhension. Donc, ça serait une manière d'augmenter la crédibilité de votre projet de recherche, d'amener ces deux méthodes-là pour essayer d'en ajouter sur votre compréhension. Hein. Il y a la triangulation théorique. Donc, ici, ça va être l'analyse des données va se faire à partir de plusieurs cadres théoriques pour forcer le chercheur à considérer le phénomène sous plusieurs angles d'interprétation. Moi, comme je vous dis, dans mon projet de doctorat, j'avais 3 cadres théoriques pour essayer de comprendre davantage le phénomène que j'essayais d'étudier, donc la paternité et les autres concepts que je voulais voir. Donc, c'est sûr que ça m'a amené à avoir différentes perceptions de ce que j'avais comme vécu devant moi, mais ça m'a permis d'avoir une meilleure compréhension de ce phénomène-là, justement. Donc, oui, c'est important en recherche qualitative d'avoir un cadre théorique, mais c'est bien d'en avoir plusieurs aussi pour pouvoir essayer de confronter un peu tout ce qu'on a comme vécu à côté. Hein. Vous auriez la triangulation du chercheur. Donc, ici, ça va être plusieurs chercheurs qui vont participer à l'analyse, mais de manière séparée. Comme moi, dans mon cas, c'était moi de mon côté, mon directeur de l'autre. Puis, on regardait ensemble vers si on avait des choses similaires. Par contre, quand je vous dis ça, ce n'est pas non plus de moi, j'ai fait mon analyse tout au complet de mon côté, puis lui, il a fait son analyse tout au complet de son côté. Nous, ce qu'on a fait, parce que c'est plus efficient de même, on faisait le premier objectif, il faisait le premier objectif, on ramenait ensemble, puis là, on discutait de ça avant de partir sur autre chose, là, finalement. Parce que si vous arrivez avec votre pile, puis lui, sa pile,
vous n'aurez pas fini, là, vous allez vous perdre là-dedans, là, finalement. Fait que c'est ça, c'est important, là, je veux pas de le faire graduellement aussi, malgré tout, là, tu sais. Puis finalement, la triangulation est définie. Donc, les résultats préliminaires sont présentés aux participants. Tantôt, on parlait du fait de le présenter aux gens. Donc, ça en fait partie aussi. Donc, c'est discuter avec les gens pour voir avec eux autres si nos résultats font du sens à leurs yeux, sinon pourquoi, puis c'est quoi les sujets divergents. Donc, ça aussi, ça fait partie des éléments qui vont rajouter à la crédibilité de votre projet de recherche. Donc, je vous ai mis des références aussi, là, si jamais ça vous intéresse, parce que c'est pas forcément. Je vous ai mis dans un. Non, c'est ça. Je vous ai mis les références là, parce que dans un, on a quand même 3. Tu as Baker que la triangulation est définie. Hein. Fait que ça vaut la peine là, parce qu'il y en existe plusieurs. Puis vous pourriez probablement en trouver d'autres aussi selon les chercheurs. Là. En tout cas, ça vaut la peine d'aller lire un peu sur le sujet là, à ce moment-là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. L'avant-dernier critère de scientificité qu'on a, c'est la fiabilité. Hein. Donc, c'est un critère qui permet de démontrer la cohérence entre le contexte où le projet de recherche a été appliqué et les résultats obtenus. Hein. Donc, ici aussi, vous allez retrouver des éléments pareils, là, comme la triangulation, ça va aussi augmenter la fiabilité finalement. Hein. Les notes réflexives, donc votre journal de bord, si vous en avez un, puis que vous le rendez accessible. Puis, il y a le tracé de l'audit. Hein. Donc, ici, c'est d'avoir un accord entre au moins 2 personnes indépendantes. Ça peut être assez compliqué à faire dans le sens où, moi, quand j'ai fait ça, parce que normalement, votre directeur ou votre directrice, ce n'est pas quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui est avec vous autres et qui est dans votre projet et tout ça. Hein. Quand on fait une thèse ou qu'on fait un mémoire, cet aspect-là, il peut être plus facile à avoir que dans un autre projet de recherche parce que quand vous faites une thèse ou un mémoire, vous avez un protocole à faire, puis vous allez avoir des gens, d'autres chercheurs qui vont pouvoir analyser votre protocole pour voir s'il tient, puis tout ça. Fait que là, vous avez des gens indépendants qui sont en train de regarder votre projet puis qui sont capables d'en discuter. Quand vous arrivez à votre soutenance de thèse, c'est la même chose. Vous avez un comité qui va regarder vos analyses et tout ça, puis qui va être à même de dire si ça fait du sens ou non. Fait que là, vous pouvez faire preuve du tracé de l'audit à ce moment-là. C'est plus quand vous êtes devenu chercheur et que vous avez besoin d'un comité indépendant, là, ça devient souvent compliqué à faire. Fait que ce n'est pas une stratégie que j'ai vue souvent, mais quand c'est possible, ça peut être très intéressant parce que ça permet d'avoir un regard qui vient de l'extérieur, là, finalement. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et sinon, le dernier critère, c'est la confirmabilité. Donc, c'est le critère qui permet de poser un regard sur la neutralité et l'objectivité du chercheur à l'égard de son analyse et la possible présence de biais. Hein. Donc, là encore, il y a le tracé de l'audit qui fait partie de ça. La triangulation, parce que vous mettez plusieurs manières de penser. Puis là, quand je parle de triangulation, je pense surtout à celle-là entre les 2 chercheurs là, qui va permettre de pouvoir répondre à la confirmabilité. Hein. Puis, il y a la vérification par les membres. Donc, encore une fois, on l'avait aussi dans la triangulation, mais l'idée qu'il y a des gens de la communauté qui vont regarder vos résultats pour voir est-ce que ça fait du sens, est-ce que ça n'en fait pas. Puis, dans ce cas-là, ça n'a pas besoin d'être vos participants. Ça peut être des gens, des spécialistes. Par exemple, ça pourrait être, si vous travaillez sur la santé mentale, vous pourriez présenter ça à un psychologue, voir si lui, au niveau théorique, il trouve que ça fait du sens ou non. Donc, ça peut être un spécialiste d'intervention, par exemple, qui regarde ça et qui est capable de vous dire « Ah, ça fait du sens, ça ne fait pas de sens, finalement. » Donc, il y a cet aspect-là qui peut être intéressant aussi. Hein. Donc, moi, ça fait le tour. J'espère que vous avez aimé la présentation, hein, que ça vous a amené un intérêt pour la recherche en phénoménologie. Hein. C'est compliqué à dire, mais c'est le fun à faire. Fait que j'espère que j'ai réussi à vous donner un peu la piqûre et que ça va vous intéresser. Sinon, je ne sais pas si vous aviez des questions. Hein. Dans le chat, on n'a pas de questions. Moi, j'ai peut-être une question, là, juste vision globale, là, résultat, qu'est-ce qu'on vise à montrer dans le fond? On vise à, comme, c'est tout ce qu'on observe dans le fond, de vraiment comme juste rapporter la vision des gens de leur quotidien. Est-ce qu'on cherche à comme, un peu globaliser, là, justement, tantôt on parlait des différentes masculinités, là, des différents types. Est-ce qu'on veut, mettons, vraiment en associer plus un avec, ou on veut vraiment montrer, il y a différents types, et vraiment, il y a différentes personnes qui le vivent de différentes façons. Comment est-ce qu'on, au final, qu'est-ce qu'on veut montrer? Qu'est-ce que ça nous apporte de travailler avec... Souvent, c'est comme, je vais prendre mon exemple pour moi, là, dans le fond, la raison pour laquelle je suis allé vers la paternité en tant que telle, c'est que dans la littérature scientifique, au niveau des agriculteurs, on se rend compte qu'il y a des gros problèmes de détresse psychologique en ce moment. Les dernières statistiques là, au Québec, là, ça montre que c'était autour de 50 des agriculteurs qui vivent de la détresse psychologique. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'explications sur le pourquoi. On en a. Il y a toute l'idée la tâche de travail et tout ça qui s'est complexifiée avec les années et qui est rendue un peu insoutenable. Puis il y a la notion de la masculinité aussi qui est souvent plus traditionnelle auprès des agriculteurs.
Puis un thème émergent qui ressortait dans la littérature, c'était la paternité. Il n'y avait pas vraiment d'études par rapport à ça, mais il y a certaines études que quand il parlait de santé mentale avec ses agriculteurs, il disait, ben pour moi, être père puis ma santé mentale, ça va de pair, en fond. Mais ça restait là, finalement. Fait qu'il y avait comme un besoin sur le, ben OK, mais ça va de pair, comment est-ce que c'est vécu ça, puis en quoi est-ce que ça peut aider à la santé mentale, finalement. Mais ça, on n'avait comme pas de données là-dessus, parce qu'on ne savait même pas ben, c'était quoi être père aujourd'hui pour un agriculteur, finalement. On l'avait pour une certaine époque, là, dans le sens où c'est quand même documenté avant les années 60, là, le côté un peu traditionnel, le père qui est là pour rapporter la nourriture sur la table. T'sais, il y avait cet aspect-là, mais il y avait aussi l'aspect de mentor aussi qui était particulier au monde agricole. Là. Il y avait toute l'idée le père est un mentor pour apprendre l'agriculture à ses enfants qui va leur passer ensuite de père en fils et tout ça. Fait qu'il y avait de quoi au niveau, avant les années 60, mais après ça, c'est comme s'il n'y avait rien eu sur ce sujet-là finalement. Fait qu'effectivement, c'était vraiment sur l'idée d'aller documenter, ben, c'est quoi ce vécu-là finalement pour après ça, dans des recherches futures, voir comment est-ce qu'on peut aborder ce concept-là avec eux au niveau de la santé mentale et tout. Fait que c'est sûr, c'est ça, il faut vraiment aller, dans mes objectifs de recherche, c'est vraiment l'idée d'aller voir le vécu dans le fond. C'est sûr qu'en termes de résultats, par contre, là, je vous ai présenté l'analyse, puis les résultats, qu'est-ce que ça vous donnait. Fait que souvent, c'est ça qu'on essaie de montrer le plus, c'est le vécu dans nos résultats. Mais vient tout après la notion, dans une thèse ou un mémoire, après les résultats, il y a la section discussion, hein, ou même dans les articles scientifiques, il va y avoir cette discussion-là. Fait que là, c'est là où est-ce que finalement, ben, on va tenter de plus opérationnaliser tout ça. Dans le fond, le vécu qui nous a été montré au niveau théorique, puis avec les recherches qui ont été faites antérieures, ou antérieures, pas juste auprès des agriculteurs, mais de manière générale, là, parce que leur vécu, finalement, il se rattache beaucoup au vécu d'autres pères aussi. Hein. C'est là où est-ce qu'on va tenter de faire des liens plus théoriques ou avec la littérature scientifique pour voir comment est-ce que tout ça se place finalement, ce vécu-là, avec nos connaissances actuelles, puis qu'est-ce que ça amène comme nouvelles connaissances aussi, finalement. Fait que c'est plus ça qu'on va tenter d'aller faire, finalement. Mais effectivement, comme on ne peut pas généraliser les résultats par la suite, ben, on est quand même limité par cet aspect-là c'est une réalité vécue par ces agriculteurs-là. Mais c'est ça se limite un peu à ça. Moi, tu vois, dans mon cas, ça m'a permis d'amener, en termes d'intervention, ben, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme pratique auprès de ces pairs-là, finalement, au niveau des travailleurs sociaux et tout ça. Sur quelle emphase on devrait mettre l'intervention pour aider à la santé mentale, finalement. Puis pour aider à diminuer le stress, tout ce qui est en aspect avec la famille. Fait que l'exemple que je montrais, par exemple, c'est parce que moi, mes agriculteurs, ils me parlaient tout le temps du fait que c'est important pour eux autres que leurs enfants soient capables de véhiculer leurs émotions, qu'ils puissent parler, quand ils ont besoin d'aide, ils soient capables de le dire, puis tout ça. Mais c'est très drôle parce que ces pères-là, ils ne se donnent pas ce droit-là. Ils veulent le donner à leurs enfants, puis ils témoignent à leurs enfants, mais ils ne se le donnent pas comme droit, finalement. Fait que c'est sûr que moi, quand je vois que c'est un rôle paternel qui se donne, ce que je propose aux intervenants, c'est de créer des interventions où est-ce que, de groupe, où est-ce que, finalement, on pourrait faire des activités avec les enfants sur parler de ses émotions et tout ça, inclure les pères dans ces interventions-là pour que les pères puissent comme faire témoigne de cette présence-là, puis que ça les amène à eux-mêmes parler d'eux-mêmes, parce que comme ils disent que c'est important de le faire pour leurs enfants, peut-être que ça les amènerait à se divulguer aussi devant d'autres pères aussi à ce moment-là. Fait qu'il y a comme ça qu'on peut apporter à ce niveau-là. Ah oui. Fait que c'est des petites affaires comme ça. Mais effectivement, on ne peut pas arriver avec il faut faire ça dans telle situation et tout ça, là, dans le sens où on ne fait pas de l'évaluation de programme, tout ça, avec ce type de recherche-là non plus. Mais en même temps, c'est ça que j'ai trouvé intéressant de cette approche-là, c'est ça, on généralise pas, fait que, comme chaque personne a un vécu différent, c'est le fun qu'on puisse le ressortir en recherche aussi, là, parce qu'on aime ça, là, on va trouver la clé pour tout le monde, mais ça marche pas tout le temps de même, là, fait que non, je trouve ça le fun d'entendre ça comme ça, cette façon de voir-là, là, fait que, Ben, puis c'est souvent, c'est que ça devient complémentaire aussi en tant que tel, parce que souvent, c'est des thèmes émergents qu'on a peu de données, puis qu'on se dit, ben, on aimerait ça éventuellement généraliser. Moi, je pense à parce que pour d'autres projets de recherche, je suis plus sur la douleur chronique, par exemple. Puis en termes de douleur chronique, ce qu'on se rendait compte, c'est que il y a d'autres personnes qui pourraient en parler mieux que moi, là, mais en termes de douleur chronique, ce qu'on se rend compte, c'est que, par exemple, les communautés autochtones sont surreprésentées par rapport à cette problématique-là. Il y a beaucoup, quand tu fais des questionnaires par rapport à ça, tu te rends compte que les populations autochtones vivent beaucoup cette problématique-là. Pour se rendre compte finalement que, est-ce que c'est parce qu'ils en vivent plus ou c'est parce que la notion de douleur, culturellement, elle n'est pas vécue de la même manière, finalement. Mais là, on arrive avec ce constat-là, puis on fait quoi, tu sais? Puis là, tu finis par te poser la question, OK, mais comment c'est vécu et ça? Puis là, c'est le fun parce qu'avec ce genre de recherche-là, tu peux commencer à initier ça, à aller voir le discours des gens pour voir comment c'est vécu. Puis
après ce genre de projet-là, ben, on pourra créer un questionnaire qui est plus adapté à ces personnes-là pour après ça aller voir de manière générale comment c'est vécu la douleur. Ben, à quel niveau c'est vécu finalement, comment il y en a qui sont touchés par tout ça. Fait que c'est le fun parce qu'on peut voir que ça devient complémentaire en tant que tel. Autant que quand on tente de généraliser, on se rend compte qu'on manque de données, ben là, on peut aller chercher de manière plus précise comme ça pour après ça aller généraliser avec d'autres types de projets de recherche dans le fond. Fait que, parce que des fois, on voit la guerre quali-quanti. Moi, je me dis, il n'y a pas de guerre à avoir. L'idée, c'est de mixer les deux ensemble pour arriver vers de quoi qui marche encore mieux, finalement. Oui, ben c'est ça, parce que de ce que je comprends de votre projet, ça a vraiment englobé aussi plusieurs sphères de leur vie. Puis d'en venir maintenant à la conclusion, peut-être qu'en groupe, ça serait mieux pour faire parler les pères, mais le fait qu'ils soient souvent plus seuls, puis isolés, toujours Oui. chez eux, le fait de savoir tout ça de leur quotidien, que ça leur sortit dans les résultats, ben, ça permet justement d'être vraiment plus adapté. Oui, ben c'est ça, exact. Fait que c'est pour ça que je trouve. Parce que c'est pour ça que je trouve que ça a sa place. Ouais. Mais c'est ça. Il faut avoir cette ouverture-là malgré tout. Là, parce que c'est vrai qu'en termes de recherche, des fois, c'est un peu dans le champ gauche du type de recherche qu'on voit des fois plus positiviste, où on tente d'aller voir plus une réalité générale. Il faut avoir cette ouverture-là. Mais je pense que ça peut faire des beaux projets aussi en tant que tel. Il y a des questions dans Oui. le chat. Merci pour la présentation. Je n'ai pas compris à quel moment intervient le cadre théorique dans notre analyse. Comment nous aide-t-il et comment ne pas tomber dans une démarche plus déductive et moins interprétative? Oui. Je te dirais que le côté plus, dans le sens où c'est beaucoup dans la terme qu'on va y aller de manière plus ouverte, ou est-ce qu'on tente moins d'essayer d'opérationnaliser tout de suite les résultats finalement. C'est en arrivant avec ces thèmes-là, c'est vraiment, comme pardon, je suis désolé si ça donne le tournis, là, je vais juste retourner en arrière, là, je suis désolé. Tantôt, je vous montrais l'arbre thématique. Pardon, je suis en train de. Je vais l'avoir. Juste ici. Ouais. C'est souvent quand on va commencer à rentrer dans les axes de recherche qu'on va commencer à rentrer le cadre théorique. Parce que dans le fond, le cadre théorique, surtout quand on fait ce genre de recherche-là, c'est souvent un cadre théorique qui est très, j'ai pas envie de dire abstrait, mais pas très directif en tant que tel. Moi, dans mon cas, par exemple, au niveau du cadre théorique que j'avais, c'était un cadre théorique très écosystémique. Là, dans le fond, là, c'était, je ne parlerai pas d'un coup, là, mais c'était le modèle écosystémique de l'engagement paternel, ou en tout cas quelque chose comme ça, il faudrait que j'aille voir pour être certain. Mais dans le fond, moi, ce cadre théorique-là, tout ce qu'il me présentait en tant que tel, c'était cet aspect-là du l'engagement paternel va être influencé par les caractéristiques du père, le contexte familial et l'environnement social. Et dans ce cadre théorique-là, il y avait certains éléments qui étaient nommés pour les caractéristiques du père. Par exemple, dans les caractéristiques du père, il y avait la relation du père lui-même avec son père. Il y avait la notion du genre aussi qui venait influencer les caractéristiques du père. Donc, il y avait tous ces aspects-là, finalement. Moi, quand je suis arrivé avec mes termes, ben après ça, je suis arrivé avec mes sous-rubriques et c'est là où est-ce que j'ai commencé à classer mes rubriques sous-rubriques dans mon cadre théorique. Qu'est-ce qui allait avec quoi, finalement? Puis comment est-ce que j'opérationnalisais tout ça, finalement, dans mon cadre théorique? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, le travail agricole chez les jeunes, hein, donc, ce thème-là qui m'est présenté par mes participants. Donc, moi, je n'avais aucune idée que ça devait se présenter là-dedans. Dans le fond, c'est vraiment eux, en parlant, qui m'ont nommé cet aspect-là. Comment ça, est-ce que ça pouvait s'intégrer dans l'environnement social et comment cet aspect-là, finalement, venait influencer les rôles paternels de mes agriculteurs. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on pouvait le voir, là, finalement. Et comment ça, finalement, ça pouvait avoir des impacts après sur les caractéristiques du père, notamment au niveau de sa relation avec son propre père. L'exemple que je peux vous donner, c'est le travail au niveau des jeunes. Moi, les agriculteurs, ce qu'ils m'ont nommé, c'est que pour eux autres, c'était très important de montrer à leurs enfants comment ça marche le monde agricole. Donc, dans le fond, il y avait cette idée-là de comment s'occuper de la terre, prendre soin de l'environnement et tout ça. Pour eux autres, c'était quelque chose de bien important. Puis, ils trouvaient ça le fun quand les enfants venaient les voir, quand ils pouvaient leur donner des rails de tracteur et des choses de même. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils trouvaient qui était important pour leur rôle à eux autres, à titre de père. Par contre, le thème est revenu aussi quand ils parlaient de leur propre relation avec leur père. Donc là, on retombe dans les caractéristiques du père. Eux, ce qu'ils me disaient, c'était, moi, je trouve ça intéressant de faire tout ça avec mes enfants, mais moi, par contre, quand j'étais avec mon père, lui,
c'était pas juste je pouvais aller travailler, c'est je devais aller travailler. Hein. Et si je pouvais voir mon père, si je voulais voir mon père, j'étais obligé d'aller travailler parce que sinon, il n'y avait aucune chance que je le voie à la maison parce qu'il était toujours en train de travailler. Fait qu'eux autres, il y avait quand même cette notion-là du oui, mes enfants peuvent venir travailler tout ça, mais leur relation avec leur propre père faisait en sorte qu'ils ne voulaient pas obliger les enfants à faire quoi que ce soit parce qu'eux-mêmes, ça les avait dégoûtés quand ils étaient enfants eux-mêmes, dans le fond. Fait qu'on peut voir que oui, c'est important à titre de père de pouvoir offrir cette chance-là à leurs enfants, mais que leur propre relation avec leur propre père, donc on rentre dans les caractéristiques du père, ça avait une influence sur leur rôle de se dire, ben oui, mais pas à tout prix et tout ça, finalement. Donc, c'est là où est-ce que le cadre théorique devient intéressant, c'est qu'on vient opérationnaliser ces différents thèmes-là ensemble pour arriver à quelque chose de plus concret, finalement. Mais oui, ça implique d'utiliser souvent des cadres théoriques qui sont quand même assez larges, qui laissent place à plusieurs interprétations malgré tout, là, finalement. Je ne sais pas si ça répondait à la question ou si c'était clair. Il y en a une autre. Okay. Je t'ai quitté, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant la présentation. Merci beaucoup de t'être présenté. Ça fait plaisir. Dans les limites de votre recherche, avez-vous considéré l'illettrisme ou l'analphabétisme des hommes agriculteurs au Québec en Abitibi? Ben, pour le coup, non. Et je vais t'avouer que j'en ai pas eu non plus. Hein. Et je vais t'avouer que c'est une limite en soi aussi au projet de recherche, dans le sens où, puis c'est vrai pour ça, mais c'est vrai pour plusieurs autres affaires, dans le sens où c'est sûr que quand on fait de la recherche qualitative, on y va beaucoup avec, dans notre recrutement, on y va beaucoup avec des recrutements, par exemple, c'est les gens qui viennent vers nous. Il n'y a pas de randomisation ou quoi que ce soit par rapport à ça, ce qui fait en sorte que une des limites qu'on a dans ce genre de projet-là, c'est qu'on se retrouve souvent avec des participants qui ont des caractéristiques relativement similaires. Par exemple, par rapport à l'engagement paternel, on s'entend que dans mon projet de recherche, une des grosses limites, c'est que j'ai des pères qui sont souvent très contents de leur rôle, qui sont prêts à en parler ouvertement. Je n'ai pas eu de père agriculteur pour qui la paternité, c'était plus compliqué, qui était suivi par la DPJ et tout ça. Ça, j'en ai pas eu parce que ça... il ne serait pas venu me voir, finalement. J'en reviens avec l'illettrisme. C'est un autre élément que je n'ai pas eu dans la mesure où on peut toujours se poser la question, moi je suis allé par affiche et tout ça, à quel point est-ce que c'est facile pour ces gens-là de réussir à avoir accès à cette information-là aussi, dans le sens où c'est vrai que je n'ai pas passé par des intervenants qui auraient pu aller voir des gens qui avaient plus de difficultés sur la lecture pour que les affiches, c'est compliqué et tout ça pour me contacter. Donc non, effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on a pris en considération en tant que tel. Même si, puis effectivement, comme tu le nommes, ça fait vraiment partie d'une limite aussi, là, parce que ça fait en sorte qu'on a vraiment un bassin bien particulier. C'est sûr, par contre, on présente les caractéristiques de nos participants. Moi, dans mon projet de recherche, il a fallu que je présente, pas explicitement, là, dans le sens où je me suis arrangé pour qu'ils ne soient pas reconnaissables, mes participants, mais il a quand même fallu que je représente leurs caractéristiques. Par exemple, c'était quoi leur taux de diplomation, par exemple. Ça donne que moi, j'avais quand même 2 personnes qui avaient fait l'université, ils avaient fait un changement de carrière pour aller dans l'agriculture après. Hein. Et sinon, les gens que j'avais avaient souvent fait un cégep. Donc, ils étaient allés à Saint-Hyacinthe pour faire leurs études. Puis, on me dit souvent aussi, c'est dans le sens où pour devenir agriculteur, pour avoir les subventions et tout ça, si tu ne viens pas d'une famille d'agriculteurs, il faut que tu ailles faire ton cours à Saint-Hyacinthe pour avoir droit à ces subventions-là. Quand tu es enfant d'un agriculteur, tu n'as pas besoin de faire le cours pour avoir droit à ces subventions-là, mais ça donne que moi, les agriculteurs que j'ai vus avaient quand même décidé d'aller faire le cours malgré tout avant de partir à leur compte à titre d'agriculteur. Fait que c'est ça, moi, les gens que j'ai, c'est relativement des gens qui avaient un cégep. En fait, j'ai une personne qui avait un secondaire 5. C'est vrai qu'au niveau de la communication, c'est ça. Mais tu sais, je ne suis pas allé voir c'était quoi leur niveau d'analphabétisme et tout ça, là, finalement. Mais c'est vrai qu'il y en a peut-être un en particulier, mais c'est ça. Non, oui, ça fait partie des limites. On a une dernière question. Oui. Dans le fond, c'est juste comment peut-on avoir accès à l'enregistrement et de la présentation? C'est une bonne question. Oui, je vais avouer que ça, il va falloir que je vous revienne par rapport à ça, dans le sens où Michael n'est pas là. Je vais demander à Michael, voir comment est-ce que c'est possible d'avoir accès à cet enregistrement-là. Puis j'imagine qu'il va trouver une manière de pouvoir avoir accès à vous après. Hein. Je vais avouer que je ne connais pas les conditions techniques. Je suis désolé, mais on va essayer de s'arranger avec Michael. Bon, ça serait tout pour nous. Il y a une petite question dans le chat. Il y a plein de gens qui ont dit merci, très bien vulgarisé. Merci beaucoup pour la présentation. Plein de beaux commentaires. Merci beaucoup. Je me sens très choyé d'avoir pu vous présenter ce genre
concept-là, parce que déjà, ça n'arrive pas tous les jours et moi, je suis quand même assez mordu de ça. Et d'ailleurs, ça reste une initiation à la phénologie dans le sens où il y a des chercheurs beaucoup plus expérimentés par rapport à ça que moi, dans le sens où c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a encore beaucoup de lectures qui pourraient être faites. En tout cas, c'est vraiment un monde en tant que tel, là, la recherche qualitative, la phénologie. En tout cas, il y a encore beaucoup à savoir. Donc, on va mettre fin à la réunion. Oui, je crois bien. Mais merci encore d'être présenté. Je vais terminer l'appel, je pense que ça